Bienvenue sur notre chaîne, mes enfants. Aujourd'hui, j'ai une belle histoire à vous raconter. Installez-vous bien et écoutez attentivement. Je me souviens encore du moment précis où mon mari a mis fin à nos 27 ans de mariage comme si de rien n'était. Nous étions assis dans notre cuisine à San Diego, la même où nous avions fêté anniversaire. Anniversaire de mariage et paisible dimanche matin pendant près de 3 décennies. Robert n'avait même pas l'air nerveux. Il a simplement croisé les mains sur la table et a dit d'un ton presque désinvolte. « Marie, je te quitte. » Puis il a ajouté quelque chose d'encore plus blessant. « Il y a quelqu'un d'autre. Elle est plus jeune. Elle a des ambitions. » À ce moment-là, je me suis dit que le pire qui puisse arriver à une femme, c'est d'être abandonnée après avoir donné à quelqu'un les plus belles années de sa vie. J'ignorais que le véritable choc était encore à venir, car l'homme qui m'a quitté pensait abandonner une femme ordinaire et sans défense. Il était loin de se douter que j'allais faire la une des journaux et que mon histoire allait rapporter 2 milliards de dollars. Avant de poursuivre, j'aimerais vraiment savoir qui est présent avec moi ce soir. Si cette histoire vous intrigue, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis toujours vos témoignages et vos points de vue, et il me rappelle parfois que personne n'est seul face au chagrin d'amour. Robert n'a pas élevé la voix en m'annonçant son départ. C'était peut-être le plus difficile. Il l'a dit comme on annoncerait un changement de travail ou l'annulation d'une réservation au restaurant. « Marie, je te quitte. » Un instant, j'ai vraiment cru l'avoir mal compris. Nous étions mariés depuis 27 ans. 27 ans de factures partagées, de vacances partagées, de souvenirs partagés. On ne tourne pas le dos à tout ça comme ça, d'un simple mot. Du moins, c'est ce que je croyais. Je le fixais de l'autre côté de la table de la cuisine, cherchant la moindre émotion sur son visage. Du regret, de la tristesse, voire de la culpabilité. Mais il n'y en avait aucune. Robert Johnson avait déjà pris sa décision bien avant cette conversation. Dehors, le soleil couchant s'estompait sur notre quartier de San Diego. La lumière dorée emplissait la cuisine de cette chaleur familière qu'elle avait toujours. Cela aurait dû être réconfortant. Au lieu de cela, j'ai ressenti la fin de quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il était en train de mourir. « Je ne comprends pas », ai-je murmuré. Ma voix me paraissait étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Robert se laissa aller dans son fauteuil et soupira, comme si cette conversation l'épuisait. « Marie, n'en rajoutons pas, plus difficile que nécessaire. » J'ai senti une oppression dans ma poitrine. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé. Il se frotta la tempe, comme on se débarrasse d'un petit désagrément. Ce mariage bat de l'aile depuis longtemps. Ces mots résonnèrent lourdement entre nous. J'ai cherché désespérément dans ma mémoire le moment où tout aurait soi-disant cessé de fonctionner. Était-ce Noël dernier, lors du dîner que nous avions organisé pour ses associés? Était-ce notre voyage à Napa pour notre anniversaire, il y a 2 ans? Ou ces innombrables soirées tranquilles passées sur le canapé à regarder de vieux films ensemble? Rien dans ces souvenirs ne laissait présager un mariage brisé. Mais apparemment, Robert menait une vie complètement différente, dans cette même maison. Puis il a prononcé la phrase qui a anéanti les dernières illusions qui me restaient. Il y a quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression de manquer d'air. La pièce parut soudain plus petite. Quelqu'un d'autre, répétai-je. Robert acquiesça. Oui. Il marqua une pause avant d'ajouter quelque chose qui sonnait comme un coup de poignard délibéré. Elle est plus jeune. Bien sûr que oui. Elle a de l'ambition, Marie, poursuivit-il. Elle veut quelque chose de plus grand dans la vie. J'ai cligné lentement des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Alors c'est de ça qu'il s'agit? Ai-je demandé. Robert a haussé les épaules. Il s'agit de la réalité. La réalité. J'ai failli rire en entendant ce mot. Pendant 27 ans, j'ai soutenu Robert durant ses études de droit, puis durant les premières années difficiles de sa carrière, à travers les interminables nuits blanches et les dossiers stressants. À ses débuts en droit des affaires, il y a eu des mois où nous ne savions pas comment nous allions pouvoir payer l'emprunt immobilier. À l'époque, l'ambition ne semblait pas être un problème. À l'époque, j'étais exactement le genre d'épouse qu'il lui fallait. Mais le temps a une étrange façon de réécrire l'histoire. Et que fait-elle, au juste? Demandai-je doucement. Robert hésita un instant. C'est une influenceuse. Le mot sonnait ridicule dans le silence de notre cuisine. Une influenceuse, ai-je répété. Elle gère une chaîne lifestyle, a-t-il ajouté rapidement, comme pour enjoliver la chose. Voyage, mode, ce genre de choses.
J'ai baissé les yeux sur mes mains posées sur la table. Mes doigts tremblaient légèrement. Quel âge a-t-elle? Ai-je demandé. Robert n'a pas répondu tout de suite. Cette hésitation m'a tout dit. Finalement, il l'a dit. Elle a 24 ans. 24, j'avais 54 ans. Pendant un instant, ce calcul m'a paru surréaliste. La femme qui m'avait remplacé avait 30 ans de moins que moi. 30 ans. Elle est plus proche en âge de notre fille que de vous, dis-je doucement. Robert se remua, mal à l'aise. Ce n'est pas la question. Mais c'était précisément la question. Un long silence s'installa dans la cuisine. Je compris alors que Robert avait probablement répété cette conversation dans sa tête des dizaines de fois. Chaque mot avait sans doute été préparé à l'avance. Sauf qu'il n'avait pas prévu ma réaction. Car, en vérité, je ne savais pas comment réagir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste vide. Que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé au bout d'un moment. Robert fouilla dans la mallette en cuir posée à côté de sa chaise. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'effrayant. Cette conversation n'avait pas été spontanée. Il sortit un dossier et le fit glisser sur la table vers moi. Voilà les papiers du divorce, dit-il. Ces mots me semblaient irréels. Vous avez déjà déposé la demande? J'ai parlé à mon avocat. Bien sûr que oui. Robert avait toujours été doué pour tout planifier avec soin. J'ai ouvert lentement le dossier. Le langage juridique s'estompait légèrement tandis que mes yeux parcouraient les pages. Partage des biens. Divulgation des actifs. Modalités de règlement. Plus je lisais, plus une chose devenait claire. Robert avait tout arrangé à son avantage. La maison était à son nom. La plupart de nos investissements étaient liés au compte de son cabinet d'avocat. Même certains fonds de pension avaient des structures juridiques complexes que je ne comprenais pas entièrement. Une fois ma lecture terminée, un sentiment glacial m'envahit. Robert ne me quittait pas simplement. Il me laissait presque sans rien. Tu y as réfléchi longtemps, dis-je doucement. Robert ne le nia pas. Je ne voulais pas que les choses se compliquent. Qu'elles se compliquent. 27 ans de mariage réduits à une simple stratégie juridique. Je vous propose un règlement équitable, a-t-il ajouté. Équitable. Le mot sonnait presque comme une insulte. Tout ira bien, Marie, poursuivit-il. De toute façon, tu as toujours vécu simplement. Cette phrase me blessa plus que je ne l'aurais cru. Parce qu'il avait raison sur un point. J'avais toujours vécu simplement. Je travaillais à temps partiel comme animatrice d'atelier d'art dans un centre communautaire. Je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance au luxe ou au statut social. Pendant que Robert gravissait les échelons du droit des affaires, je me concentrais sur ce qui me rendait heureuse. La peinture, l'enseignement, le bénévolat. Pendant la majeure partie de notre mariage, j'ai cru que cet équilibre nous rendait plus forts. À présent, je me demandais si Robert l'avait toujours perçu comme une faiblesse. Quand est-ce que ça a commencé? Ai-je demandé. Robert a expiré lentement. Il y a environ 1 an, c'était pendant les fêtes que nous fêtions ensemble, pendant les réunions de famille. Alors que nous étions assis dans cette même cuisine à partager un repas, Robert avait déjà commencé une autre vie avec une autre femme. Elle me comprend, a-t-il dit. La phrase semblait presque récitée. J'ai refermé lentement le dossier. Pour la première fois de la soirée, j'ai croisé son regard. Tu as déjà pris ta décision, dis-je. Robert acquiesça. Oui. Le calme et la certitude qui émanaient de sa voix ont enfin apaisé quelque chose en moi. La vérité, c'est que rien de ce que je dirais ne le ferait changer d'avis. Robert avait déjà quitté notre mariage bien avant cette conversation. Cette réunion n'était qu'une formalité. Une étape légale. Un moyen d'effacer définitivement 27 ans. Prenez votre temps pour lire les documents, dit-il en se levant de table. Mon avocat attend votre réponse d'ici 1 semaine. Il prit sa mallette. Un bref instant, je me suis demandé s'il allait hésiter. S'il allait repenser à la vie que nous avions construite ensemble. Mais il ne l'a pas fait. Robert se dirigea vers la porte d'entrée avec la confiance tranquille d'un homme persuadé que son avenir était déjà assuré. Juste avant de partir, il s'arrêta. Une dernière chose, dit-il. J'ai levé les yeux. Tu verras probablement bientôt Chloé sur les réseaux sociaux. J'apprécierais que tu gères ça en adulte. Chloé. Voilà son nom. 24 ans. Ambitieuse. Passionnante. Tout ce que Robert semblait croire que je n'étais plus. La porte d'entrée se referma derrière lui un instant plus tard. Un silence complet s'installa dans la maison. Longtemps, je restai assise seule à la table de la cuisine, les yeux rivés sur les papiers du divorce.
Je pensais que le pire qui puisse arriver à une femme était d'être abandonnée après près de 30 ans de mariage. Je croyais que la douleur de la trahison était la chose la plus difficile qu'une personne puisse endurer. À ce moment-là, j'étais vraiment convaincue que ma vie venait de s'effondrer. Ce que j'ignorais, ce que Robert ignorait lui aussi, c'est que l'homme qui venait de quitter ma vie croyait laisser derrière lui une femme ordinaire, sans pouvoir. Et, de façon étrange et incroyable, il était sur le point de commettre la plus grosse erreur de son existence. La première nuit après le départ de Robert, je n'ai quasiment pas fermé l'œil. Pendant 27 ans, le rythme régulier d'une autre personne respirant à mes côtés avait fait partie de ma vie. Même lorsque Robert travaillait tard ou voyageait pour des affaires, je savais qu'il finirait toujours par rentrer. Ce soir-là, la maison avait une atmosphère différente. Pas paisible. Vide. Le moindre bruit semblait amplifié. Le tic-tac de l'horloge de la cuisine, le léger bourdonnement du réfrigérateur, même le bruit lointain de la circulation dans la rue. Vers 3 heures du matin, j'ai renoncé au sommeil et je suis entré dans le salon. Le clair de lune filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol. Notre maison nous semblait soudain moins un lieu de souvenirs qu'un musée d'objets désormais insignifiants. Des photos de famille étaient encore accrochées au mur. Il y en avait une de notre voyage en Italie pour nos 20 ans de mariage. Robert avait son bras autour de mes épaules, et nous sourions tous les deux devant le Colisée. Revoir cette photo me paraissait presque irréel. L'homme sur la photo semblait être une personne totalement différente de celui qui m'avait remis calmement les papiers du divorce quelques heures plus tôt. Au matin, l'épuisement a fini par me rattraper. Mais la vie, malheureusement, ne s'arrête pas parce qu'on a le cœur brisé. Mon téléphone a vibré vers 9 heures. C'était mon amie, Laura Mitchell. Laura et moi nous connaissions depuis l'université. Elle faisait partie des rares personnes qui disaient toujours la vérité, même quand c'était difficile à entendre. « Vous et moi », dit-elle. À peine avais-je répondu. « Dites-moi que vous êtes assise. » Cette simple phrase me noua l'estomac. « Je suis assise, » dis-je prudemment. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Avez-vous consulté Instagram ce matin ?»« Non, » répondis-je. « Je pense que tu devrais. » Je n'avais même pas de compte Instagram. Les réseaux sociaux ne m'ont jamais vraiment intéressé. Mais Laura m'a quand même envoyé un lien. Quand je l'ai ouvert, la première chose que j'ai vue était une photo. Robert était debout sur une terrasse sur un toit, quelque part en centre-ville, un verre de champagne à la main. À ses côtés se tenait une jeune femme aux longs cheveux blonds et au large sourire assuré. Elle incarnait à la perfection l'image de la personne faite pour les réseaux sociaux. Teint impeccable, maquillage parfait, robe de créateur. Robert semblait heureux. La légende sous la photo disait « Nouveau départ avec ma personne préférée ». Le nom du compte était Chloé Carter. Alors c'était elle. La femme que Robert avait choisie après 27 ans de mariage. J'ai fait défiler d'autres photos d'elle. Il y en avait des dizaines. Des photos de restaurants chics, de vacances à la plage, de virées shopping dans des boutiques de créateurs. Et parmi ces photos se trouvaient des clichés plus récents où figurait Robert. Sur une photo, il se tenait à ses côtés devant un immeuble moderne et élégant. La légende disait « Je fête mon emménagement dans mon nouveau chez-moi au centre-ville de San Diego. » J'ai contemplé l'image attentivement. L'immeuble me semblait familier. Soudain, j'ai compris. C'était l'une des tours de luxe les plus chères de la ville. Les appartements terrasses y pouvaient facilement coûter plusieurs millions de dollars. Laura reprit la parole au téléphone. « J'ai fait quelques recherches, » dit-elle avec prudence. « Faites des recherches, ai-je demandé. Marie, Robert a acheté ce pantouse il y a 2 mois. 2 mois. Cela signifiait que pendant que nous vivions encore ensemble, que nous dînions à la même table, que nous regardions la télévision dans le même salon, Robert avait déjà acheté une nouvelle maison pour une autre femme. « Je suis désolée, » dit doucement Laura. Je suis restée un instant sans réagir. Étrangement, la douleur que j'attendais n'était pas là, sous la forme que j'avais imaginée. À la place, une prise de conscience froide et silencieuse s'est répandue dans mon esprit. Robert n'était pas simplement tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il avait planifié une toute nouvelle vie. Et il la construisait depuis des mois en faisant comme si de rien n'était, dit doucement Marie-Laura. Je suis là, ai-je répondu. Tu n'es pas obligé de traverser ça seule. J'ai apprécié ces paroles plus qu'elle ne l'imaginait sans doute. Mais la réalité, c'est que certaines souffrances sont indicibles. Quelques heures plus tard, on frappa à la porte. Quand j'ouvris, un coursier se tenait là, une grande enveloppe à la main. Mary Johnson,
demanda-t-il. Oui. Il me tendit l'enveloppe et me demanda de signer. Dès que j'ai aperçu le nom du cabinet d'avocats imprimé dans le coin, j'ai tout de suite compris. Les avocats de Robert. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents. Documents officiels de divorce, déclaration financière et un document intitulé « Proposition de règlement ». Je me suis installée à la table de la cuisine et j'ai commencé à lire. Le langage juridique était dense, truffé de termes et de paragraphes complexes, mais j'en ai vite compris le sens. Robert avait tout organisé avec soin. La maison où nous vivions était techniquement à son nom, car il l'avait achetée par le biais d'une société d'investissement liée à son cabinet. La plupart de nos comptes d'épargne communs étaient modestes comparés aux actifs financiers plus importants gérés par ses partenariats professionnels. Même les fonds de retraite étaient soumis à des montages juridiques complexes qui rendaient leur partage difficile. À la fin de ma lecture, le message était clair. Robert ne me quittait pas simplement. Il s'était positionné pour repartir avec la quasi-totalité des biens acquis. La proposition de règlement me prévoyait un petit versement mensuel pendant un nombre limité d'années. Et c'était tout. Aucune part de la maison, aucune prétention sur ses revenus professionnels, rien de comparable à ce à quoi on pourrait s'attendre après près de 30 ans de mariage. Je me suis lentement adossée à ma chaise. C'était impressionnant, d'une manière troublante. Robert avait manifestement planifié cela depuis longtemps. Chaque détail financier avait été orchestré pour le protéger. Une autre idée m'est alors venue à l'esprit. Robert pensait que je n'avais aucun moyen de pression. Il croyait que je n'avais pas les moyens d'engager des avocats influents ni de contester sa stratégie. À ses yeux, j'étais simplement une épouse discrète qui donnait des cours d'art et menait une vie modeste. Cette femme qui ne s'était jamais souciée de l'argent ni du statut social. Et c'était peut-être précisément pour cela qu'il se sentait si sûr de lui. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message d'un numéro inconnu. Le texte ne contenait qu'une seule ligne. Mary Johnson, ici Thomas Reynolds. J'ai géré la succession de votre père, Edward Bennett. Nous devons nous parler au plus vite. Je suis restée un long moment à fixer le message. Mon père était décédé plus de 20 ans auparavant. Je n'avais parlé à aucun de ses avocats depuis des décennies. Pourquoi l'un d'eux me contacterait-il soudainement? Et pourquoi son message semblait-il si urgent? Sur le moment, j'ai supposé qu'il s'agissait probablement de simples formalités juridiques liées à l'ancienne fiducie de mon père. Peut-être une simple formalité administrative liée à la succession. Peut-être un détail financier mineur. Comparé à tout ce qui se passait dans ma vie, cela me semblait insignifiant. J'ai donc posé mon téléphone et j'ai essayé de me concentrer sur le problème bien plus important qui se trouvait devant moi, les papiers du divorce. Robert Johnson pensait d'avoir déjà gagné. Il était persuadé d'avoir soigneusement calculé tous les scénarios possibles. Il était convaincu de repartir avec sa fortune, sa jeune compagne et une victoire judiciaire sans tache. Assise là, à ma table de cuisine, les yeux rivés sur ces documents, je croyais moi aussi à quelque chose. J'avais l'impression que ma vie venait de s'effondrer. Ce que j'ignorais, ce que Robert ignorait lui aussi, c'est que ce message discret d'un avocat nommé Thomas Reynolds allait révéler une vérité qui changerait tout. Après le départ du coursier et le retour au silence, je restai longtemps assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur les documents envoyés par les avocats de Robert. La pile de papier bien rangée semblait inoffensive. Mais chaque page représentait quelque chose de réel. Notre maison. Nos économies. Notre avenir. Ou du moins ce qui était notre avenir. J'ai relu la proposition de règlement, plus lentement cette fois. La stratégie de Robert était d'une clarté affligeante. Il avait quasiment tout dissimulé derrière ses montages financiers professionnels. En tant qu'avocat d'affaires, il connaissait le système juridique mieux que la plupart des gens. Il savait précisément comment structurer les actifs pour en rendre le partage difficile en cas de divorce. Je ne pouvais même pas feindre la surprise. Robert avait toujours été prudent avec son argent. Stratégique. Calculateur. C'est ce qui a contribué à sa réussite professionnelle. Pendant la majeure partie de notre mariage, j'ai admiré cette qualité. Je comprends maintenant qu'elle l'avait probablement protégé depuis toujours. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvée dans le petit atelier d'artiste au fond de la maison. Cette pièce avait toujours été mon havre de paix. La lumière du soleil inondait les hautes fenêtres, illuminant les toiles à moitié terminées appuyées contre les murs. Les pinceaux reposaient dans des bocaux en verre sur la table de travail, exactement là où je les avais laissés quelques jours auparavant. Rien n'avait changé dans la pièce. Et pourtant, tout me paraissait différent. J'ai pris un pinceau machinalement et j'ai passé mes doigts le long du manche en bois.
Pendant des années, Robert avait plaisanté sur mon article. Pas méchamment, à proprement parler. D'un ton méprisant, il disait souvent « Tu devrais en vendre quelques-uns. Peut-être que tu finiras par contribuer aux dépenses du ménage. » À l'époque, je prenais ça à la légère. Le monde de Robert était fait d'heures facturables, de négociations juridiques et de contrats d'entreprise à plusieurs millions de dollars. Le mien, c'était la peinture et l'apprentissage de la créativité aux enfants du centre communautaire. Nous vivions dans des univers différents. Pourtant, pendant près de 30 ans, ces univers avaient réussi à coexister. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me demandais depuis combien de temps Robert pensait secrètement que ma vie, mes passions, mon travail n'avaient aucune importance. La vibration de mon téléphone me ramena à la réalité. C'était le même numéro inconnu qu'avant. Thomas Reynolds. L'avocat qui prétendait avoir travaillé pour mon père. Un instant, j'ai songé à ignorer l'appel. J'étais déjà à bout de force. La dernière chose que je souhaitais, c'était de devoir m'occuper d'une vieille affaire juridique datant de plusieurs décennies. Mais la curiosité l'emporta. J'ai répondu. « Allô ?» a demandé Mary Johnson, la voix à l'autre bout du fil. « Oui. Ici Thomas Reynolds. Je suis vraiment désolé de vous contacter dans des circonstances aussi difficiles. » Son ton était calme et professionnel, mais la gravité de ses paroles a immédiatement attiré mon attention. « Vous avez mentionné mon père dans votre message, » dis-je avec prudence. « Oui, » répondit-il. J'ai travaillé avec Edward Bennett pendant de nombreuses années. Entendre le nom de mon père prononcé par un inconnu me fit un drôle d'effet. Mon père était parti depuis plus de 20 ans, mais son souvenir demeurait tapi dans un coin de ma mémoire. Edward Bennett avait toujours été un homme complexe. Discret, réfléchi et incroyablement prudent avec son argent. Enfant, je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il faisait dans la vie. Il se décrivait simplement comme un investisseur. Il voyageait beaucoup, lisait constamment des rapports financiers et parlait des marchés et des entreprises dans un langage qui semblait totalement incompréhensible. Malgré sa vie professionnelle intense, il avait toujours été un père aimant, patient et protecteur. Lorsqu'il est décédé subitement, je n'avais que 32 ans. À l'époque, je pensais que sa situation financière était confortable, mais modeste. Il m'a laissé un fonds de fiducie qui me versait des revenus réguliers suffisants pour vivre sans souci, mais certainement pas de quoi être considéré comme riche. Robert s'en plaignait souvent. Il devait avoir plus d'argent que ça, avait-il dit il y a des années. Les investisseurs ne laissent généralement pas de si petits patrimoines, mais je ne me suis jamais posé de questions à ce sujet. Mon père avait toujours été prudent avec l'argent, et je supposais qu'il avait simplement choisi de gérer ses finances avec modération. De quoi s'agit-il exactement ? Ai-je demandé à Thomas. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Mariez-vous, dit-il doucement. Êtes-vous actuellement en instance de divorce avec Robert Johnson ? La question me surprit. Oui, répondis-je lentement. Mais comment le savez-vous ? Mon cabinet suit de près l'évolution de la situation juridique concernant votre situation financière, expliqua-t-il. Cette phrase me laissa encore plus perplexe. Ma situation financière ? Oui. Le sérieux de sa voix me fit me redresser légèrement sur ma chaise. Monsieur Reynolds, je ne comprends pas. J'imagine que non, dit-il doucement. Un autre silence suivit. Puis il posa une question qui semblait étrangement importante. Robert Johnson a-t-il déjà entamé une procédure de divorce ? Ou est-ce encore une procédure informelle ? Il l'a entamée, ai-je répondu. J'ai reçu les documents aujourd'hui. Thomas expira lentement. Il faut donc que nous nous rencontrions. La façon dont il a prononcé ces mots m'a fait battre le cœur plus vite. Pourquoi ? Ai-je demandé. Parce que le moment de votre divorce a des conséquences juridiques importantes concernant la fiducie établie par votre père. La confiance. Ce mot me disait quelque chose. Mon père l'avait évoqué il y a des années, lorsque j'ai commencé à recevoir ses versements réguliers. Mais cela avait toujours paru simple. Un montage financier destiné à assurer un revenu stable. Rien de plus. Quelles implications ? Ai-je demandé. Je préférerais vous l'expliquer de vive voix, a répondu Thomas avec précaution. Son ton était respectueux, mais ferme. Marie, ce n'est pas quelque chose que je devrais aborder au téléphone. J'ai jeté un coup d'œil autour du studio silencieux, réalisant soudain à quel point je comprenais peu les affaires financières de mon père. Très bien, ai-je dit lentement. Quand ? Demain matin, si possible. Sitôt ? Oui. Son insistance était impossible à ignorer. Y a-t-il un problème ?
Ai-je demandé. Non. A-t-il répondu après une brève pause. Rien d'anormal, juste important. Important. Ce mot me trottait dans la tête longtemps après la fin de l'appel. Le lendemain matin, j'ai traversé la ville en voiture pour me rendre à l'adresse que Thomas Reynolds m'avait donnée. L'immeuble se trouvait dans l'un des quartiers financiers de San Diego. De hautes tours de verre abritant des cabinets d'avocats, des sociétés d'investissement et des sièges sociaux. Un endroit que je ne fréquente pas d'habitude. En entrant dans le hall, le sol en marbre poli et le professionnalisme discret des lieux m'ont donné un sentiment de décalage. Je me suis enregistré à la réception, qui m'a indiqué le 32e étage. Thomas Reynolds m'attendait dans une grande salle de conférence. Il était plus âgé que je ne l'imaginais, probablement dans sa fin de soixantaine, avec des cheveux argentés et le calme d'un avocat ayant passé des décennies à exercer ce métier. « Marie », dit-il chaleureusement en se levant. « Merci d'être venue. » Il me fit signe de m'asseoir. Alors que je prenais place en face de lui, je remarquai un épais dossier posé sur la table. Mon nom y était imprimé soigneusement. « Avant de commencer, » dit Thomas avec précaution, « je tiens à ce que vous compreniez que votre père vous aimait beaucoup. » Cette déclaration m'a pris au dépourvu. « Je sais qu'il l'a fait », ai-je répondu doucement. Thomas a hoché la tête. « Oui, et tout ce qu'il a fait financièrement visait à te protéger. »« À me protéger. » Ces mots sonnaient étrangement. « Mon père est décédé il y a 20 ans, » dis-je. Comment ces décisions de l'époque pourraient-elles influencer la situation actuelle? Thomas ouvrit lentement le dossier. Edward Bennett était un homme très intelligent, dit-il, et il était aussi très prudent quant aux personnes qui vous entouraient. Une tension palpable régnait dans la pièce. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je. Thomas me regarda droit dans les yeux. « Votre père nourrissait de sérieuses inquiétudes au sujet de Robert Johnson bien avant votre mariage. » Cette déclaration m'a stupéfié. « Ce n'est pas possible, » ai-je dit aussitôt. Mon père appréciait Robert. Thomas ne protesta pas. Au lieu de cela, il fit glisser calmement un document sur la table vers moi. « Tu devrais lire ça, » dit-il. Je baissai les yeux vers le papier. En haut, une signature familière. Edward Bennett, mon père. Et en dessous, une série de termes juridiques que je ne comprenais pas encore. Mais j'avais de plus en plus le sentiment que, quoi que ces documents contiennent, ils allaient bouleverser tout ce que je croyais savoir de ma vie. Je fixai le document que Thomas Reynolds avait fait glisser sur la table. La signature de mon père figurait clairement au bas de la page, écrite de la même écriture élégante que je reconnaissais sur les cartes d'anniversaire et les vieilles lettres. Un instant, la salle de conférence autour de moi sembla s'estomper. J'avais l'impression d'être assise en compagnie d'un fantôme de mon passé. « Cela fait partie de l'accord de fiducie établi par votre père », expliqua doucement Thomas. Je levai les yeux vers lui. « Je suis déjà au courant pour la fiducie », ai-je dit. « Elle assure le versement des mensualités que je reçois depuis son décès. » Thomas hocha lentement la tête. « Oui, c'est la partie de la fiducie que vous étiez censé connaître. » La façon dont il a insisté sur ces mots m'a noué l'estomac. « Censé connaître », ai-je répété. Thomas posa les mains sur la table. « Marie, ce que tu as reçu ces 20 dernières années n'est qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste. » Un silence pesant s'installa entre nous. « Une structure plus grande ?» ai-je demandé. « Oui. » Il a tourné une autre page à l'intérieur du dossier et l'a placée à côté du premier document. L'entête disait « Astérisque, astérisque, Bennett Holdings, convention de fiducie, astérisque, astérisque. » J'ai légèrement froncé les sourcils. « Bennett Holdings ?» ai-je demandé. Thomas scruta attentivement mon visage, comme pour évaluer ma capacité de mémorisation. « Votre père a fondé Bennett Holdings il y a plus de 40 ans, » dit-il. Je clignai des yeux. « Fondé ? Oui. » Je me suis légèrement adossé à ma chaise, essayant de comprendre cette phrase. « Mon père m'a dit qu'il était investisseur, » ai-je ajouté. Thomas esquissa un petit sourire entendu. Il l'était. Il tapota doucement le document. Mais il était aussi bien plus que cela. Il marqua une brève pause avant de reprendre. Edward Bennett a créé Bennett Holdings en tant que société d'investissement privé. Au fil des décennies, elle a discrètement acquis des participations dans des dizaines d'entreprises de divers secteurs. J'ai ressenti un étrange sentiment de désorientation. Le père dont je me souvenais était réfléchi et réservé, mais il n'avait jamais évoqué la direction d'une importante société d'investissement. Quelle était la taille de cette entreprise ? Ai-je demandé. Thomas n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela,
Il a de nouveau fouillé dans le dossier et en a sorti d'autres documents. Ce sont des synthèses financières actuelles, dit-il. Il me l'étendit. Mes yeux parcoururent lentement les chiffres imprimés sur la page. Pendant un instant, cela n'avait aucun sens. Les chiffres étaient tout simplement trop grands. J'ai relu le premier nombre. Et puis, de nouveau. Et soudain, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Thomas est resté calme. C'est le cas. Mais ces chiffres représentent la valeur estimée actuelle du portefeuille d'investissement mondial de Bennett Holdings. Je levai les yeux vers lui. Combien? Thomas soutint mon regard un instant avant de répondre. Un peu plus de 2 milliards de dollars. Un silence de mort s'installa dans la salle. 2 milliards. Je n'avais jamais prononcé de tels chiffres à voix haute auparavant. C'était le genre de richesse dont on parle dans les magazines financiers ou dans les articles sur les fondateurs de start-up et les milliardaires. Rien à voir avec mon père, si discret et réservé. Il doit y avoir une erreur, dis-je. Il n'y en a pas. Je secouai lentement la tête. Si mon père possédait une entreprise d'une telle valeur, pourquoi n'en étais-je pas au courant? L'expression de Thomas s'adoucit. Parce qu'il l'a fait exprès. Pourquoi m'aurait-il caché une chose pareille? Thomas se pencha légèrement en avant. Ton père pensait que l'enrichissement soudain pouvait bouleverser la vie des gens. Il voulait que tu vives normalement, sans la pression et les complications qu'entraîne souvent une richesse extrême. Cette explication était plutôt logique. Mais cela laissait encore trop de questions sans réponse. Alors pourquoi me le dire maintenant? Demandai. Thomas posa un autre document devant moi. C'est là que votre situation actuelle entre en jeu. J'ai jeté un coup d'œil en bas. L'entête disait, astérisque, astérisque. Clause d'activation, bénéficiaire principal, astérisque, astérisque. Je ne comprends pas, dis-je. Thomas parla avec précaution. Lorsque votre père a créé la fiducie, il a inclus plusieurs conditions concernant le moment où vous prendriez le contrôle total des actifs de Bennett Holdings. Des conditions? Oui. J'ai senti mon pouce accélérer légèrement. Quel genre de conditions? Thomas prit une lente inspiration. La plus importante concerne votre situation matrimoniale. Mon mariage, ai-je répondu. Oui. Il tapota légèrement la page. Selon les termes de l'acte de fiducie, le contrôle financier total de Bennett Holdings vous est transféré dans 2 cas de figure. J'attendis. Soit votre mari décède, il marqua une brève pause, soit votre mariage prend fin légalement. Un instant, je restai sans voix. Vous voulez dire? Demandai-je lentement. Oui, dit Thomas. Vous aurez pleinement accès à la fiducie dès que Robert Johnson n'aura plus aucun droit légal sur votre conjoint. J'avais du mal à suivre ce qu'il me disait. Tant que j'étais marié, vous ne receviez que les versements mensuels limités, confirma-t-il. Et maintenant que Robert a demandé le divorce, Thomas acquiesça d'un léger signe de tête. Les conditions d'activation du fonds de fiducie sont remplies. Un étrange sentiment d'incrédulité m'envahit. Vous êtes en train de me dire que, une fois le divorce prononcé, Thomas a terminé sa phrase pour moi, vous deviendrez le bénéficiaire majoritaire de Bennett Holdings. Ma voix semblait presque lointaine lorsque j'ai posé la question suivante. Cela signifie que Thomas a dit calmement que vous obtiendrez la pleine propriété légale d'actifs actuellement évalués à environ 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, ce chiffre résonnait dans ma tête comme une évidence. Pendant 20 ans, j'avais cru que mon père m'avait légué un modeste fonds de placement destiné à assurer ma stabilité financière. En réalité, il avait bâti un véritable empire financier et l'avait discrètement placé à mon nom. Mais pourquoi l'avoir structuré ainsi? Demandai-je doucement. Thomas parut pensif. Votre père était un observateur attentif des gens. Cela ne répond pas à ma question. Non, admit-il, mais cela fait partie de la réponse. Il ouvrit une autre section du dossier. Ce sont des lettres que votre père a laissées pour des situations particulières. Mon cœur a fait un bond. Il écrivait des lettres pour différentes circonstances. Oui, Thomas me fit glisser une enveloppe. Elle était scellée. Sur le devant, de la main de mon père, on pouvait lire « astérisque, astérisque, pour Marie, si son mariage prend fin, astérisque, astérisque ». Ces mots me serraient la poitrine. Mon père s'y attendait? Demandai-je doucement. Thomas choisit ces mots avec soin. Je crois qu'il voulait se préparer à toute éventualité. J'ai pris l'enveloppe lentement. Mes doigts ont caressé l'écriture familière. Un instant, les souvenirs de mon père m'ont envahi l'esprit. Sa voix douce,
Ses conseils avisés, sa capacité à toujours comprendre les gens mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Que va-t-il se passer maintenant ? Ai-je demandé. Thomas a répondu calmement. La procédure de divorce doit être menée à son terme légalement. Une fois le divorce prononcé par le tribunal, le contrôle de Bennett Holdings vous sera directement transféré. Je me suis adossé à ma chaise. Quelque part dans la ville, au-delà des hautes fenêtres, les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, achetaient un café, se rendaient au travail, menaient une vie ordinaire. Et pourtant, j'étais là, assise dans une salle de conférence, apprenant que la vie que je croyais connaître reposait sur un secret valant des milliards de dollars. Et Robert ? Demandai-je à voix basse. Thomas croisa mon regard. C'est précisément pour cela que votre père a structuré la fiducie de cette façon. Je fronçai les sourcils. Que voulez-vous dire ? Thomas referma lentement le dossier. Tant que vous étiez mariés, Robert Johnson aurait pu prétendre à une partie de Bennett Holdings grâce aux lois sur le partage des biens matrimoniaux. Je compris aussitôt. Alors mon père a protégé l'entreprise. Oui, et vous aussi. Un sentiment étrange m'envahit la poitrine. Pendant toutes ces années, j'avais cru que mon père m'avait simplement laissé une petite réserve financière. En réalité, il avait passé des décennies à concevoir minutieusement un système qui me protégerait précisément du genre de situation à laquelle je me trouvais. Mais Robert n'en sait rien, dis-je. Thomas secoua la tête. Non, et il ne le fera pas. Cela dépend entièrement de vous. Le silence retomba dans la pièce. Pour la première fois depuis que Robert m'avait remis les papiers du divorce, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. L'homme qui croyait quitter une femme ordinaire était loin de se douter de ce qui allait suivre. Pendant plusieurs minutes après que Thomas Reynolds eut fini de m'expliquer le fonctionnement de la fiducie, je suis restée muette. 2 milliards de dollars. Rien que d'y penser, cela me paraissait irréel. J'avais passé la majeure partie de ma vie adulte à vivre modestement. J'animais des ateliers d'art dans un centre communautaire 3 après-midi par semaine. Je faisais mes courses sans me soucier des promotions ni des coupons de réduction. J'ai gardé la même voiture pendant près de 10 ans car elle fonctionnait encore parfaitement. Et voilà que cet avocat calme et à la voix douce m'expliquait que, techniquement, j'étais l'une des personnes les plus riches de la ville. J'avais du mal à y croire. Je pense que vous devriez lire la lettre de votre père, dit Thomas d'une voix douce. J'ai de nouveau regardé l'enveloppe. L'écriture était sans équivoque. Edward Bennett avait toujours écrit chaque lettre avec soin, netteté et précision. Mes mains tremblaient étrangement lorsque j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. Je l'ai dépliée lentement. La lettre commençait simplement. Astérisque. Ma chère Marie astérisque. Astérisque. Si vous lisez cette lettre, cela signifie que votre mariage est terminé. Ces mots m'ont serré le cœur. Astérisque. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses. Astérisque. Aucun père ne souhaite imaginer sa fille souffrir d'un chagrin d'amour. J'ai dégluti en silence et j'ai continué ma lecture. Astérisque. Mais j'ai assez vécu pour comprendre une chose importante sur les gens, l'amour sous un astérisque peut être sincère. Mais l'argent a cette fâcheuse tendance à révéler des vérités qui, autrement, resteraient cachées. Je fis une pause. La pièce était plongée dans un silence complet, hormis le léger bourdonnement de la climatisation. Thomas était assis patiemment en face de moi, me laissant la place de lire. Astérisque. Lorsque vous m'avez présenté Robert Johnson pour la première fois, j'ai vu un homme intelligent, ambitieux et compétent. Astérisque. Ce ne sont pas de mauvaises qualités. Astérisque. Mais j'ai aussi remarqué autre chose. J'ai senti mes doigts se crisper légèrement sur le papier. Astérisque. J'ai vu un homme qui mesurait sa valeur et celle des autres à l'aune du succès et du statut social. Astérisque. Ce genre de raisonnement peut être dangereux au sein d'un mariage. J'entendais presque la voix calme de mon père dans ses phrases. Il avait toujours été observateur, d'une perspicacité discrète qui mettait parfois les gens mal à l'aise. Note. Je ne me suis pas opposé à votre mariage car je crois que les gens peuvent évoluer. Astérisque. Mais je croyais aussi qu'il était de ma responsabilité de te protéger si cette croissance ne se produisait jamais. J'avais la gorge sèche en continuant ma lecture. Astérisque. C'est pourquoi j'ai créé le Bennett Holdings Trust. Astérisque. Ces actifs n'ont jamais été destinés à contrôler votre vie. Ils étaient destinés à vous offrir la liberté si jamais vous en aviez besoin. Liberté. Ce mot me trottait dans la tête. Astérisque. Si Robert se révélait être le partenaire que vous méritiez, vous profiteriez tous deux, à terme, du succès de l'entreprise. Mais s'il ne l'était pas,
La phrase s'interrompait un instant. Astérisque. Ainsi, la confiance garantirait que personne ne puisse jamais exploiter votre gentillesse ou votre patience comme une faiblesse. J'ai légèrement baissé la feuille. Pendant des années, Robert avait fait des remarques insidieuses sur la situation financière de mon père. Il aurait pu nous aider davantage. Un jour, Robert s'est plaint en apprenant le faible montant des versements que je recevais de la fiducie. S'il avait autant d'argent, pourquoi le cacher? À l'époque, j'avais supposé que mon père avait simplement fait preuve de prudence. Maintenant, je comprenais quelque chose de plus profond. Il ne me cachait pas cet argent. Il le protégeait de la mauvaise personne. J'ai continué ma lecture. Astérisque. Si votre mariage est terminé, je veux que vous vous souveniez d'une chose très importante. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Astérisque. L'argent que vous contrôlez actuellement n'est pas ce que je laisse de plus précieux. Astérisque. Ton indépendance l'est. Ma vision s'est légèrement brouillée un instant. J'ai pris une lente inspiration et j'ai lu les dernières lignes. Astérisque. Un jour, la bonne personne entrera dans votre vie. Astérisque. Et cette personne vous appréciera bien avant de connaître votre véritable valeur. En attendant, vivez pleinement. Astérisque. Aime ta vie. Astérisque. Et n'oublie jamais que tu mérites l'honnêteté. Astérisque. Avec tout mon amour, astérisque. Astérisque. Papa, astérisque. J'ai abaissé la lettre lentement. Pendant un long moment, je suis resté assis là, à fixer le papier. Les souvenirs de mon père m'envahissaient, ces soirées paisibles passées à parler de la vie. Ses conseils avisés, sa façon si perspicace de comprendre les situations avant tout le monde, même celles qui se déroulaient des décennies plus tard. Il t'aimait beaucoup, murmura Thomas. J'ai hoché la tête. Je sais. Une autre pensée m'est soudain venue à l'esprit. Mon père se méfiait-il vraiment autant de Robert? Thomas réfléchit attentivement à la question. Je ne crois pas que méfiance soit le mot juste, dit-il. Quel est le mot juste? Inquiétude. Il croisa les mains avec calme. Edward Bennett avait un instinct hors du commun pour les gens. Dans le monde des affaires, cet instinct lui permit de bâtir une société d'investissement incroyablement prospère. Et dans mon mariage, ai-je demandé discrètement. Thomas a hésité. Dans votre mariage, il voulait simplement s'assurer que vous étiez protégé. Je me suis légèrement adossé à ma chaise. Donc, la fiducie s'active une fois le divorce prononcé. Oui. Et ensuite, Thomas rouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents supplémentaires. Une fois que le tribunal aura prononcé le divorce, le contrôle de Bennett Holdings vous sera entièrement transféré. Le contrôle, ai-je répété. Oui, il a montré un des documents. Vous deviendrez l'actionnaire principal et le véritable pouvoir exécutif. Cela représente une lourde responsabilité. Oui. Un léger sourire effleura son visage. Mais vous ne serez pas seul. Il tourna une autre page. Bennett Holdings dispose déjà d'une équipe de direction qui supervise les opérations quotidiennes depuis des années. Qui la dirige maintenant. Un homme nommé Daniel Brooks. Il assure l'intérim à la direction de l'entreprise depuis le décès de votre père. J'ai légèrement froncé les sourcils. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler auparavant? Parce que c'était la volonté de votre père. Thomas se pencha légèrement en arrière. Il voulait que vous meniez une vie normale jusqu'à ce que les conditions de la fiducie soient remplies. Je jetai un nouveau coup d'œil au résumé financier. 2 milliards de dollars. Ce chiffre me paraissait encore irréel. Que se passera-t-il si Robert l'apprend? Ai-je demandé. Thomas garda son calme. Le trust est juridiquement structuré comme une entité distincte créée avant votre mariage. Il ne peut donc rien réclamer? Non. Et s'il essaie? Thomas s'autorisa un petit sourire confiant. Robert Johnson découvrira alors que votre père n'était pas seulement prudent, mais extrêmement méticuleux. Je ne pus retenir un léger soupir de soulagement. Pour la première fois depuis que Robert m'avait remis les papiers du divorce, le sentiment d'impuissance que j'éprouvais commença à s'estomper. Au lieu de cela, quelque chose d'autre a commencé à prendre sa place, la clarté. Robert était convaincu d'avoir soigneusement planifié chaque détail de ce divorce. Il croyait avoir organisé ses finances de manière à ce que je n'ai presque rien. Il pensait quitter notre mariage avec sa carrière, son appartement de luxe et sa jeune compagne influenceuse. Et surtout, il pensait laisser derrière lui une femme ordinaire, sans aucun pouvoir. Mais assise dans cette salle de conférence silencieuse, la lettre de mon père entre les mains, je réalisais quelque chose d'extraordinaire.
Robert Johnson ignorait totalement que la femme dont il divorçait était sur le point de devenir milliardaire. En sortant du bureau de Thomas Reynolds cet après-midi-là, la ville me parut étrangement étrangère. San Diego était exactement la même qu'au matin. Les voitures circulaient dans les rues, les gens marchaient avec leurs tasses de café à la main, la brise marine caressait les immeubles du centre-ville. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Pendant 20 ans, j'avais cru connaître les limites de mon monde. Mon père m'avait laissé un modeste héritage. Mon mari avait mené une brillante carrière juridique. Notre vie commune avait été confortable, prévisible, ordinaire. Je savais maintenant qu'aucune de ces suppositions n'était vraie. Je suis restée longtemps assise dans ma voiture avant de démarrer le moteur. La lettre de mon père reposait sur mes genoux. Ces mots résonnaient doucement dans ma tête. Astérisque. L'argent que tu contrôles maintenant n'est pas ce que je laisse de plus précieux. Astérisque. Ton indépendance est ton indépendance. Pendant des années, je n'ai jamais remis en question l'équilibre des pouvoirs au sein de mon mariage. Robert gagnait un salaire important. Robert gérait la majeure partie de nos finances. Il prenait la plupart des décisions importantes concernant les investissements et la planification à long terme. J'avais confiance en lui. Cette confiance m'avait paru naturelle à l'époque. À présent, je me demandais quelle part de ma vie j'avais, sans m'en rendre compte, confiée à quelqu'un d'autre. Soudain, mon téléphone vibra sur le siège passager. L'écran afficha un nom que je ne m'attendais pas à revoir si tôt, Robert. Un instant, j'ai songé à ignorer l'appel. Mais quelque chose en moi désirait entendre sa voix à nouveau. Peut-être pour comprendre qui il était devenu. Peut-être pour me rappeler que l'homme qui avait mis fin à notre mariage si facilement était toujours bien réel. J'ai répondu « Bonjour, Marie ». Son ton était presque désinvolte, comme si nous discutions d'une chose banale. Je voulais vérifier si vous aviez bien reçu les documents de mon avocat. J'ai jeté un coup d'œil au papier du divorce posé à côté de moi. Oui, ai-je répondu calmement. Je les ai reçus. Bien. Il y eut un bref silence. Je suppose que vous comprenez les termes. Je les ai lus. Ils sont justes, dit-il rapidement. Mon avocat a tout structuré aussi clairement que possible. Clairement. Encore ce mot. J'imaginais Robert, debout quelque part dans son nouvel appartement terrasse, certain que chaque détail de son plan avait fonctionné à merveille. Marie, dit-il quand je ne répondis pas tout de suite. Je suis là. Vous n'avez pas encore contacté d'avocat, n'est-ce pas? Sa question était teintée de curiosité, mais aussi d'autres choses. De calcul. Non, ai-je simplement répondu. Il y eut un autre silence. Franchement, Marie, reprit-il, cela ne ferait probablement que compliquer les choses. J'ai failli sourire. La confiance tranquille dans sa voix était indéniable. Robert était convaincu que je n'avais ni raison ni capacité de contester l'accord. Tu as toujours préféré la simplicité, a-t-il ajouté. Pendant des années, c'était l'une des façons dont il m'avait décrit. Simple, sans complications, facile à vivre. Maintenant, je comprenais ce qu'il voulait vraiment dire. Prévisible, rassurant, impuissant. Eh bien, dis-je doucement. La vie semble changer à bien des égards ces derniers temps. Robert laissa échapper un bref rire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y eut un autre silence avant qu'il ne reprenne la parole. Je déménage le reste de mes affaires ce week-end. Très bien. Vous n'êtes pas obligé d'y être si vous préférez l'éviter. Je l'ai aperçu à travers le pare-brise, depuis la rue très fréquentée. Je n'y serai pas. Sans doute mieux ainsi, dit-il. Puis il ajouta quelque chose qui me surprit un peu. J'espère que nous pourrons maintenir un climat civilisé. Civilisé. L'ironie de ce mot ne m'avait pas échappé. Vous voulez dire calme, ai-je précisé. Quoi? Vous voulez que ça reste calme? Robert hésita un instant. Je ne vois pas l'intérêt de tout ce drame inutile. Bien sûr que non. Les drames étaient gênants, compliqués et difficiles à gérer, surtout quand quelqu'un pensait avoir déjà gagné. Je vais examiner les documents, dis-je calmement. Mon avocat aura besoin de votre réponse d'ici la fin de la semaine prochaine. Très bien. La conversation s'est terminée quelques secondes plus tard. En reposant mon téléphone, un calme étrange m'envahit. La douleur de la veille était toujours présente, mais elle avait changé. Elle ne me pesait plus comme le poids écrasant de la trahison. Au contraire, j'ai ressenti une certaine distance. Le genre de distance émotionnelle qui survient lorsqu'on voit soudainement quelqu'un clairement pour la première fois. Robert avait passé des années à croire qu'il me comprenait parfaitement. Il croyait savoir exactement de quoi j'étais capable.
Mais en réalité, il ne s'était jamais vraiment donné la peine d'y regarder de plus près. Plus tard dans la soirée, je suis rentrée à la maison en voiture. L'allée familière me paraissait différente maintenant. Non pas que la maison elle-même ait changé, mais parce que la vie que j'y associais s'estompait déjà. À l'intérieur, tout semblait exactement pareil. Le livre de Robert trônait toujours sur les étagères du salon. Les photos encadrées de nos vacances étaient encore accrochées au mur, mais son absence se faisait sentir. Je parcourus lentement les pièces, remarquant des détails que j'avais ignorés pendant des années. Le bureau de Robert était toujours parfaitement rangé. Ses montres de luxe étaient exposées dans une petite vitrine. Il avait l'habitude de s'asseoir dans un fauteuil en cuir pour lire des documents juridiques tard dans la nuit. Tous ces petits symboles d'une vie bâtie sur l'ambition et la réussite. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et me suis assis à table. La lettre de mon père était posée à côté de moi. Longtemps, je suis resté là, à contempler la situation. Une question me hantait. Mon père l'avait-il vraiment vu venir? Avait-il prédit l'échec inévitable de mon mariage? Ou s'était-il simplement préparé à cette éventualité, car c'était un homme prudent, réfléchi, toujours prévoyant? Je l'imaginais, des décennies plus tôt, assis dans un bureau silencieux, collaborant avec des avocats à l'élaboration d'un montage financier qui ne se dévoilerait que dans des circonstances bien précises. Des circonstances qui s'étaient produites par hasard. Mon divorce. L'ironie de la situation était presque incroyable. Robert avait passé des mois à préparer son départ de notre mariage. Il pensait avoir tout organisé à la perfection. Un nouvel appartement, une jeune compagne, et les documents juridiques nécessaires pour protéger ses biens. Et pourtant, il n'avait pas prévu une chose, l'empire financier discret que mon père avait bâti des décennies plus tôt. Un empire que Robert ne pouvait toucher. Un empire qui allait bientôt m'appartenir entièrement. J'ai repris la lettre et relu les dernières lignes. Astérisque, un jour la bonne personne entrera dans ta vie. Astérisque, et cette personne t'appréciera bien avant même de savoir à quel point tu vaux quelque chose. Pour la première fois depuis le départ de Robert, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni colère, ni tristesse, mais une lucidité. Mon père n'avait pas seulement protégé l'argent, il m'avait protégé, moi. Et très bientôt, l'homme qui croyait m'avoir tout pris allait découvrir à quel point il s'était trompé. La semaine suivante se déroula dans un étrange flou, entre routine et révélation discrète. En apparence, rien de dramatique ne se produisit. L'avocat de Robert m'a envoyé quelques courriels officiels me rappelant le délai de réponse à l'accord de divorce. Le langage juridique restait poli et professionnel, mais le message sous-jacent était clair. Robert souhaitait que la procédure se déroule rapidement, sans accroc, exactement comme il le voulait. Mais en coulisses, ma vie basculait à une vitesse qu'il ne pouvait même pas imaginer. 2 jours après ma rencontre avec Thomas Reynolds, je suis retournée à son bureau. Cette fois, il m'a présenté un autre homme. Marie-Thomas a dit, alors que nous entrions dans une salle de conférence, « Je vous présente Daniel Brox. » L'homme qui se tenait près de la fenêtre se retourna et offrit une poignée de main chaleureuse. Daniel Brox semblait avoir une 50aine d'années. Il avait l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à prendre des décisions importantes, mais son attitude était calme plutôt qu'intimidante. « Enchanté de vous rencontrer enfin, » dit-il. « Enfin ?» demande. Daniel esquissa un sourire. « Je travaille pour votre famille depuis près de 15 ans. » Cette phrase a immédiatement attiré mon attention. Vous travailliez pour mon père. Vers la fin de sa vie, oui. Et après son décès, je suis devenu directeur général de Bennett Holdings. Directeur général. C'était donc cet homme qui dirigeait l'entreprise que mon père avait secrètement créée. L'entreprise qui, d'une manière ou d'une autre, m'appartenait désormais. Nous nous sommes assis à la longue table de conférence. Daniel ouvrit une tablette et afficha plusieurs documents. « Je sais que cela fait beaucoup d'informations à assimiler, » dit-il. « C'est pourquoi je vais vous expliquer aujourd'hui comment l'entreprise fonctionne actuellement. » Pendant l'heure qui suivit, il expliqua la structure de Bennett Holdings. L'entreprise n'était pas une entité unique, mais un réseau d'investissement, des startups technologiques en Californie, des sociétés de recherche médicale sur la côte est, des actifs immobiliers commerciaux dans plusieurs grandes villes, et même des participations minoritaires dans des entreprises manufacturières internationales. Plus Daniel expliquait, plus cela me paraissait incroyable. Mon père avait discrètement constitué l'un des portefeuilles d'investissement les plus diversifiés que j'ai jamais vus. Et il l'avait fait sans jamais attirer l'attention du public. Votre père était très attaché à la vie privée, dit Daniel. C'est un euphémisme,
répondis-je. Daniel laissa échapper un petit rire. Il disait toujours que dès que les gens commencent à parler de votre richesse, vous en perdez le contrôle. Ça ressemblait trait pour trait à ce que mon père aurait pu dire. Mais pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit de tout ça? Lui ai-je demandé. Daniel échangea un bref regard avec Thomas Reynolds avant de répondre, car il ne voulait pas que l'argent définisse ta vie. J'y ai réfléchi. Mon père avait vu de nombreuses familles riches se perdre dans leur fortune. Des enfants qui ont grandi sans but. Le mariage est fondé sur le confort financier plutôt que sur une véritable connexion. Peut-être voulait-il simplement mieux pour moi. Et maintenant, que se passe-t-il? Ai-je demandé. Daniel a fait glisser un document sur l'écran. Une fois votre divorce prononcé, le trust vous transférera le contrôle total de Bennett Holdings. Et puis, vous devenez actionnaire majoritaire et autorité dirigeante. Le titre paraissait énorme. Est-ce que ça veut dire que je suis censé diriger l'entreprise? Ai-je demandé avec prudence. Daniel secoua la tête. À moins que vous ne le vouliez. Il se laissa aller légèrement en arrière sur sa chaise. Bennett Holdings dispose déjà d'une équipe de direction professionnelle qui gère les opérations quotidiennes. Quel serait donc mon rôle? Définir l'orientation stratégique. Prendre les décisions majeures concernant la stratégie à long terme. J'y ai réfléchi en silence. Il était étrange de m'imaginer prendre des décisions concernant des entreprises et des investissements valant des millions de dollars. Une semaine auparavant, ma plus importante décision professionnelle avait été de décider d'ajouter ou non un atelier d'art supplémentaire pour les enfants du centre communautaire. Ma vie avait changé très vite. Daniel sembla percevoir mon hésitation. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses, dit-il. Ton père a organisé ça pour que tu puisses prendre les rênes progressivement. Thomas acquiesça. Le plus important pour l'instant, c'est de remplir les formalités légales. Le divorce, ai-je dit. Oui. J'ai pensé à Robert un instant. Il croyait encore que j'étais la même femme qu'il avait si facilement congédiée. La discrète professeure d'art, l'épouse docile, celle qui signait sans broncher n'importe quel document qu'il lui présentait. Il ignorait totalement que l'équilibre financier de notre situation avait déjà basculé. Robert n'est au courant de rien, ai-je dit. Non, a confirmé Thomas. Et légalement, il n'a pas besoin de le savoir. Daniel croisa les mains, pensif. Une fois le divorce prononcé, les biens seront transférés directement par le biais de la fiducie. Et Robert ne pourra pas s'y opposer. Thomas répondit à cette question avec une assurance tranquille. Non, un léger sentiment de calme m'envahit. Pour la première fois depuis que Robert avait annoncé son départ, je compris quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de me venger. Je n'avais rien à prouver. Il me suffisait de laisser les choses suivre leur cours. Plus tard dans l'après-midi, je suis passé rapidement à la maison pour récupérer quelques affaires avant que Robert ne vienne déménager le reste de ses biens. L'allée était vide à mon arrivée. À l'intérieur, le silence régnait. Plusieurs étagères de Robert étaient déjà vides. Le placard de notre chambre était à moitié vide. Les traces physiques de notre mariage disparaissaient peu à peu. Alors que je traversais le couloir, mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était une notification de Laura. Elle m'avait envoyé un autre lien Instagram. J'ai hésité avant de l'ouvrir, mais la curiosité a été la plus forte. Le message venait encore de Chloé Carter. Sur la photo, elle et Robert étaient assis à la terrasse d'un restaurant avec vue sur l'océan. Elle souriait radieusement, un verre de champagne à la main. Robert semblait détendu, presque fier. La légende disait « Quand la vie vous donne le courage de choisir le bonheur, nouveau chapitre, astérisque ». Je suis resté un instant à contempler l'image. Il y a quelques jours à peine, ce message m'aurait bouleversé. À présent, il me semblait étrangement lointain, presque insignifiant. Robert croyait avoir troqué une vie ordinaire contre quelque chose de plus palpitant, de plus glamour, de plus ambitieux. Mais en réalité, il n'avait pas encore saisi l'ampleur de ce qu'il venait de quitter, et le plus étrange, c'était peut-être ceci. Je n'avais pas l'intention de lui dire, du moins pas encore, car parfois, les moments les plus marquants de la vie ne sont pas ceux où l'on se rebelle avec véhémence. Parfois, il faut simplement attendre et laisser la vérité se révéler. Très bientôt, Robert Johnson allait découvrir qu'il avait laissé derrière lui. 3 semaines plus tard, mon divorce avec Robert Johnson était prononcé. Tout s'est passé de la manière la plus banale qui soit. Pas de scène dramatique au tribunal, pas de discours enflammés, juste une audience discrète dans un modeste palais de justice de San Diego. Le juge a examiné les documents, posé quelques questions d'usage,
puis a signé le jugement de divorce. 27 années de vie commune se sont achevées en moins de 20 minutes. L'audience terminée, Robert s'est levé sans même me regarder. Il arborait la même expression confiante que le jour où il m'avait remis les papiers du divorce. Pour lui, ce moment représentait une victoire. Il avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Une séparation nette, une compagne plus jeune, un avenir qu'il croyait plus palpitant que la vie que nous avions construite ensemble. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés dans la salle d'audience. Il n'y avait ni colère ni regret sur son visage, seulement une satisfaction tranquille. Il hocha légèrement la tête, comme pour accuser réception d'une négociation commerciale. Puis il se retourna et sortit. Je l'ai vu disparaître derrière les portes du tribunal. C'était étrange. Je m'attendais à ce que ce moment soit douloureux, mais j'ai ressenti quelque chose de complètement différent, du soulagement. Non pas parce que mon mariage s'était terminé, mais parce qu'un chapitre de ma vie qui ne m'appartenait plus venait enfin de se refermer. Thomas Reynolds m'attendait dans le couloir quand je suis sortie. Eh bien, dit-il doucement, c'est fini. Voilà, ai-je répété. Il a examiné mon visage attentivement. Comment vous sentez-vous? J'ai réfléchi à la question. Étonnamment calme. Thomas esquissa un sourire. C'est bon signe. Il m'a tendu un petit dossier. Ce sont des copies des documents judiciaires confirmant le jugement définitif. Je les ai acceptés. Est-ce que cela signifie la fiducie? Thomas acquiesça. Oui, pour la première fois, la réalité de ce qui allait se produire s'imposa véritablement à mon esprit. La structure financière de mon père, celle qu'il avait conçue des décennies auparavant, venait d'atteindre le moment qu'il avait prévu. Mon divorce avait déclenché la dernière condition. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Ai-je demandé. Thomas a jeté un coup d'œil à sa montre. Eh bien, techniquement parlant, c'est déjà en cours, dit-il. Je fronçai légèrement les sourcils. Que voulez-vous dire? Thomas désigna les ascenseurs. Viens avec moi. Nous sommes descendus en silence jusqu'au parking. Une fois dans la voiture, Thomas a sorti son téléphone et a ouvert une application financière. Regarde ça, dit-il en me tendant l'écran. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. Des rangées de chiffres, des noms de comptes, des institutions financières. Mon regard s'est alors posé sur le solde. Un instant, mon cerveau a refusé de l'assimiler. 2,48 milliards. J'ai cligné des yeux, puis j'ai regardé à nouveau. Le nombre n'avait pas changé. Et, ai-je murmuré? Oui, dit Thomas calmement. Le Bennett Holdings Trust a officiellement transféré le contrôle. Le montant affiché à l'écran représentait la valeur consolidée des comptes d'investissement, désormais légalement rattachés à mon nom. 2 milliards de dollars, tout simplement. Pas de feu d'artifice, pas d'annonce spectaculaire. Juste une confirmation numérique discrète. J'ai ressenti une étrange vague d'incrédulité. C'est donc réel? Ai-je demandé. Absolument réel. Thomas a repris le téléphone et a fermé l'application. Au cours des prochaines semaines, plusieurs transitions officielles auront lieu. Dépôt de documents auprès des autorités gouvernementales, confirmation des membres du conseil d'administration, etc. Et Daniel Brooks? Ai-je demandé. Il prépare déjà l'annonce interne. Une annonce. Oui. Thomas semblait amusé. Après tout, l'entreprise a un nouveau propriétaire. Propriétaire? Ce mot me paraissait étrange. Il y a à peine un mois, je me demandais si je pourrais me permettre un bon avocat en droit du divorce. J'étais désormais officiellement à la tête d'une société d'investissement internationale. Le destin avait parfois des tours étranges. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné une dernière fois en voiture vers la maison. L'accord de divorce stipulait que je devais quitter les lieux sous 30 jours. Robert avait déjà pris des dispositions pour en devenir propriétaire. Cela semblait logique. Cette maison avait toujours été plus liée à son univers qu'au mien. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Un camion de livraison garé à proximité. 2 déménageurs transportaient des meubles à l'intérieur. J'ai d'abord cru que Robert était arrivé plus tôt pour déménager d'autres affaires. Mais en sortant de la voiture, j'ai vu quelque chose d'inattendu. Chloé Carter se tenait près de la porte d'entrée, donnant des instructions aux déménageurs. Elle était exactement comme sur ses photos Instagram. Coiffure impeccable, vêtements impeccables, assurance parfaite. Elle m'a aperçu en train de remonter l'allée et s'est figée un instant. Puis elle a esquissé un sourire gêné. Oh, bonjour. Sa voix avait le ton légèrement incertain de quelqu'un pris au dépourvu. Bonjour, dis-je poliment.
Elle se redressa, visiblement mal à l'aise. Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. Je prends juste quelques affaires, ai-je répondu. Chloé jeta un coup d'œil en arrière vers la maison. Robert a dit que, techniquement, l'endroit lui appartiendrait désormais. Oui, ai-je répondu calmement. Un bref silence s'ensuivit. Chloé, qui paraissait si sûre d'elle en ligne, semblait soudain très jeune en personne, presque nerveuse. Je sais que ça doit être gênant, dit-elle prudemment. Ça va aller. Elle scruta mon visage comme pour lire ma réaction. Je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent si vite, ajouta-t-elle. Si vite. J'ai failli rire. Robert avait passé une année entière à se préparer pour ce moment. Rapide, n'était pas le mot que j'aurais employé. J'espère que tout se passera bien pour vous, dis-je poliment. Chloé sembla soulagée par le calme de ma réponse. Merci, dit-elle. À ce moment précis, Robert sortit de la maison derrière elle. Quand il m'a vu debout dans l'allée, il s'est arrêté un instant. Marie, a-t-il dit. Robert, a-t-il ajouté en descendant lentement les marches. Je croyais que tu récupérais tes affaires demain. J'ai fini plus tôt au tribunal. Ses yeux brillèrent d'une légère curiosité. Ah oui, l'audience d'aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? C'est réglé, acquiesça Robert. Eh bien, c'est bien. Il y avait quelque chose de presque étrange dans le caractère si normal de la conversation. Comme deux connaissances discutant de formalités administratives courantes. J'espère que tout ira bien pour toi, dit-il. Exactement la même phrase que Chloé avait utilisée quelques minutes plus tôt. Merci, répondis-je. Un instant, Robert sembla sur le point d'ajouter quelque chose. Mais il se contenta d'un signe de tête et se retourna vers la maison. En entrant pour récupérer mes derniers cartons, je ne pus m'empêcher de remarquer une ironie discrète. Robert Johnson pensait avoir enfin trouvé sa nouvelle vie. Le Penthouse, la compagne influenceuse, la liberté qu'il avait imaginée depuis des mois. Il croyait que le divorce marquait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Ce qu'il ignorait, c'est que le jour même où il prononçait son divorce, la femme qu'il quittait devenait milliardaire. Et très bientôt, le monde allait bientôt l'apprendre. La nouvelle a éclaté 3 jours plus tard. Je n'étais même pas au courant. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. J'avais emménagé temporairement dans un petit appartement de location près de la côte, le temps de réfléchir à la suite. Il était modeste comparé à la maison que Robert avait prise, mais il me plaisait bien. Les fenêtres donnaient sur l'océan et le bruit des vagues qui déferlaient chaque matin m'apportait une douce quiétude que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, ma vie me semblait étrangement ouverte. Incertaine, certes, mais aussi pleine de promesses. J'étais assise au comptoir de la cuisine en train de boire mon café quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. 10 messages, puis 15, puis 20, le tout en quelques minutes. La plupart provenaient de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, voire des années. D'anciens collègues, d'anciens voisins, des parents d'élèves de mes cours d'art, et même quelques parents éloignés. Ma première pensée a été qu'il s'était forcément passé quelque chose de terrible. Puis Laura Mitchell a appelé. Marie, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé aussitôt. Ça ne va pas? A-t-elle répété. Tu plaisantes? Allume les infos. Les infos? Oui. J'ai pris ma tablette, ouvert un site d'actualité financière, et là, je l'ai vu. Un titre qui m'a glacé le sang. Astérisque, astérisque. Bennett Holdings. L'héritière Marie Johnson prend le contrôle d'un empire financier de 2 milliards de dollars. Je suis resté planté devant l'écran, incrédule. Sous le titre figurait une photo de moi, une photo dont je me souvenais à peine. Elle devait dater d'un événement artistique caritatif, des années auparavant. L'article expliquait tout. Après des décennies d'activités discrètes en tant que société d'investissement privé fondée par Edward Bennett, Bennett Holdings a officiellement confirmé un changement de direction. La nouvelle actionnaire majoritaire de la société, Marie Johnson, et moi-même. L'article décrivait le portefeuille d'investissement de la société, sa croissance financière au cours des 20 dernières années et la structure juridique du trust qui avait récemment transféré la propriété. Il était même mentionné que la transition avait été déclenchée par les conditions d'activation prévues dans l'acte de fiducie. Mon divorce. C'est donc public maintenant, ai-je murmuré. Oh, c'est très public, répondit Laura. Vous êtes partout. Dans les médias financiers, les blogs d'affaires,
et même sur certains sites de style de vie. J'ai continué à faire défiler la page. Il y avait déjà plusieurs articles qui traitaient de cette histoire. Certains étaient consacrés à l'héritage de mon père. D'autres ont analysé la stratégie d'investissement de Bennett Holdings. Certains ont évoqué la structure fiduciaire inhabituelle qui avait maintenu l'entreprise largement à l'écart des projecteurs publics pendant des décennies. Une chose était claire. Le secret que mon père avait gardé pendant 20 ans n'en était plus un. Tu devrais voir les commentaires, dit Laura. Je ne suis pas sûre de vouloir les voir. Eh bien, voici le meilleur. Sa voix prit soudain un ton amusé. Robert, lui, l'a certainement fait. Que voulez-vous dire ? Quelqu'un de son cabinet d'avocat a partagé l'article en interne ce matin. Je me suis lentement adossée à ma chaise. Son cabinet d'avocat ? Oui, répondit Laura en riant doucement. Marie, toute la communauté juridique de San Diego en parle. J'imaginais Robert entrant dans son bureau ce matin-là, s'attendant à une journée de travail ordinaire. Peut-être à consulter des dossiers, peut-être à préparer des réunions. Puis, soudain, il vit des gros titres concernant la femme dont il venait de divorcer. La femme qu'il croyait sans ressources financières. La femme qu'il supposait accepter sans broncher l'accord qu'il avait négocié. Sauf que maintenant, toute la presse financière annonçait qu'elle contrôlait 2 milliards de dollars. Je me demande comment il a réagi, dit Laura. Je n'ai pas répondu tout de suite, car en réalité, je n'ai pas eu besoin de me poser la question longtemps. Mon téléphone vibra de nouveau. Robert Johnson, bien sûr. Je le laissai sonner quelques secondes avant de répondre. Bonjour. Un long silence suivit à l'autre bout du fil. Puis Robert prit la parole. Marie, sa voix sonnait complètement différente du ton calme et assuré qu'il avait employé lors de notre dernière conversation. Cette fois, elle exprimait autre chose. Du choc. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que c'est ? Répondis-je calmement. Ne jouez pas avec moi, dit-il sèchement. Je suis en train de lire un article qui indique que vous possédez des parts dans Bennett Holdings. Oui. Un autre silence suivit. Cette entreprise vaut des milliards de dollars. C'est ce qu'affirme l'article. Vous êtes en train de me dire que c'est réel ? Oui. Le silence qui suivit dura près de 10 secondes. Lorsque Robert reprit la parole, sa voix était tendue. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? La question était tellement absurde que j'ai failli rire. Te dire quoi ? Que tu avais autant d'argent. Je ne savais pas. Tu ne savais pas ? Répéta-t-il. Non. Je pouvais presque entendre ses pensées s'agiter pour comprendre la situation. Tu veux dire que tu as soudainement découvert 2 milliards de dollars ? Mon père a constitué ce fonds il y a des années. La respiration de Robert semblait plus lourde à présent, et ce fonds s'active dès notre divorce. Oui. Un autre long silence. Donc, si nous étions encore mariés, tu aurais eu un droit légal sur une partie de cet argent, dis-je calmement. Il a dû réaliser à ce moment-là que sa voix était vide lorsqu'il a repris la parole. Vous voulez dire que j'ai tout simplement abandonné l'entreprise de mon père ? 2 milliards de dollars. Je n'ai pas prononcé le chiffre à voix haute. Je n'en avais pas besoin. Robert le savait déjà. Pour un homme qui avait passé toute sa carrière à négocier des accords commerciaux à forts enjeux, c'était sans doute la pire erreur de jugement qu'il ait jamais commise. Tu aurais dû me le dire, dit-il doucement. Je repensais à la lettre de mon père, à la façon dont il avait soigneusement structuré la fiducie pour me protéger, pour ne révéler la vérité qu'à la fin du mariage. Non, répondis-je calmement. Je n'aurais vraiment pas dû. Robert ne répondit pas, mais je pouvais presque entendre les regrets l'envahir. Tu devrais parler à ton avocat, dit-il soudain. Pourquoi ? Il doit y avoir un problème juridique. Il n'y en a pas. Cela change la donne, a-t-il insisté. Pas légalement. Un long silence suivit. Puis il posa la question que j'attendais. Marie, pouvons-nous nous voir ? J'ai réfléchi un instant à sa demande. Une semaine auparavant, Robert m'avait parlé comme un homme qui venait de conclure une affaire. À présent, sa voix trahissait une certaine incertitude. Même le désespoir. Pourquoi ? Ai-je demandé. Je pense que nous devrions en parler. Nous l'avons déjà fait. C'est différent. J'ai regardé par la fenêtre les vagues de l'océan qui déferlaient au loin. Non, dis-je doucement. Ce n'est vraiment pas le cas. Robert resta silencieux un instant. Il a ensuite posé une dernière question. Chloé est-elle au courant ? J'ai failli sourire. J'imagine qu'elle l'est maintenant, car si la presse financière s'est emparée de l'affaire,
Les réseaux sociaux aussi, sans aucun doute. Et quelque part dans la ville, l'influenceuse de 24 ans qui avait fièrement annoncé son nouveau départ en ligne lisait probablement les mêmes gros titres. Des titres qui révélaient une vérité très gênante. L'homme qu'elle croyait être son nouveau compagnon fortuné venait de divorcer du seul milliardaire de l'histoire. Robert a rappelé le lendemain matin. Cela ne m'a pas surpris. Les gens comme Robert acceptent rarement de perdre sans tenter de renégocier les conditions. Le téléphone sonna alors que j'étais sur le petit balcon de mon appartement de location, à regarder la brume matinale se dissiper lentement au-dessus de l'océan. Un instant, j'ai songé à laisser le répondeur, mais la curiosité l'emporta. « Allô ?» « Marie ?» répondit-il aussitôt. Sa voix était bien différente de celle de l'homme sûr de lui qui m'avait remis calmement les papiers du divorce quelques semaines auparavant. Il y avait maintenant de la tension. De l'urgence. « Je pense qu'il faut vraiment qu'on parle, » a-t-il poursuivi. Je croyais qu'on l'avait déjà fait. C'est grave. Notre mariage aussi. Il n'a pas réagi. Il a simplement expiré lentement. Je n'étais pas au courant pour la fiducie. Je sais, si j'avais su. Je l'ai interrompu gentiment. C'est précisément le problème. Un long silence suivit. Lorsqu'il reprit la parole, son ton avait changé. Moins exigeant, plus prudent. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. Ces mots, prononcés par lui, semblaient presque étrangers. Robert Johnson n'était pas du genre à admettre facilement ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, ai-je répondu calmement. Celle-ci était de taille. Je n'ai rien dit, car il n'y avait rien à ajouter à cette déclaration. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, a-t-il poursuivi. Et vous, oui. Et une autre pause. Je crois qu'on a précipité le divorce. J'ai failli éclater de rire. On a fait ça à la hâte. Les choses se sont enchaînées vite, a-t-il dit prudemment. Vous avez déposé les documents. Oui, mais... Et tu as passé 1 an à préparer ton départ. Il n'a pas contesté cela. Je dis juste ça, a-t-il poursuivi. Peut-être devrions-nous ralentir et tout réexaminer. Robert, oui. Le divorce est définitif. Je sais. Cela signifie qu'il n'y a rien à reconsidérer. Ce n'est pas tout à fait vrai. Maintenant, j'étais curieux. Que voulez-vous dire? J'ai parlé à mon avocat ce matin. Bien sûr qu'il l'avait fait. Et il pense qu'il pourrait y avoir des motifs légaux pour contester la structure des actifs. Je me suis appuyé contre la rambarde du balcon. Sur quoi se font-ils? Eh bien, si la fiducie existait pendant notre mariage, elle pourrait encore être considérée comme un bien matrimonial. J'ai failli sourire. Thomas Reynolds avait déjà prédit cet argument précis. Vous devriez reparler à votre avocat. Ai-je dit? Oui. Et il a dit que la fiducie avait été créée avant notre mariage. C'est exact. Et c'est juridiquement distinct. Oui. Nouvelle pause. Alors, je ne peux rien faire? Demanda-t-il doucement. Non. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd de tout ce qui avait changé entre nous. Tu aurais pu me le dire, finit-il par dire. Pourquoi l'aurais-je fait? Parce que nous étions mariés. Nous étions mariés quand tu as commencé à sortir avec Chloé. La conversation resta silencieuse quelques secondes. Je ne m'y attendais pas, finit-il par dire. Moi non plus. Marie, je suis sérieux quant à notre rencontre. Pourquoi faire? Je pense que nous devrions en parler de vive voix. Je n'en vois pas l'intérêt. Il y a des choses que je veux expliquer. Vous les avez déjà expliquées. Ce n'est pas juste. J'ai soupiré doucement. Robert, l'explication était très claire. Un autre silence suivit. Je ne suis plus la même personne qu'il y a un mois, dit-il. Cette remarque me fit sourire légèrement. Moi non plus. Je le pense vraiment, insista-t-il. Cette situation m'a fait repenser à beaucoup de choses. Comme quoi? Comme si j'avais pris la bonne décision. L'ironie de cette phrase m'a presque fait rire. Il n'avait pas douté de sa décision lorsqu'il s'était tenu dans notre cuisine et m'avait dit que je manquais d'ambition. Il n'en avait pas douté non plus lorsqu'il avait publié des photos avec Chloé pour célébrer leur nouvelle vie. Mais maintenant qu'il était au courant pour les 2 milliards de dollars, sa décision lui paraissait soudain moins certaine. Robert, dis-je calmement, tu n'es pas parti pour une question d'argent. Non. Tu es parti parce que tu pensais que ta vie serait meilleure sans moi. Ce n'est pas exactement ça, c'est exactement ce que tu as dit. Il n'a pas protesté. Les gens disent des choses qu'ils regrettent, a-t-il dit. C'est vrai. Et je regrette beaucoup de choses en ce moment. Un autre long silence s'installa entre nous. Puis il dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas.
Chloé est partie. J'ai cligné des yeux. C'était rapide. Elle n'avait pas signé pour ça. Quel genre de situation? Celle où j'ai l'air du plus grand idiot de Californie. J'ai failli rire à nouveau. Pour la première fois depuis notre divorce, Robert semblait vraiment lucide. Les réseaux sociaux peuvent être impitoyables, ai-je dit. C'est un euphémisme. Il expira bruyamment. Elle a vu les gros titres. J'imagine que oui. Elle m'a ensuite demandé si j'étais au courant pour la fiducie. J'ai répondu non. Nouveau silence. Elle ne m'a pas cru au début. Ça ne m'étonne pas. J'ai dû lui montrer les papiers du divorce pour prouver que je n'étais pas au courant. Puis elle a fait ses valises ce soir-là. Je n'ai pu m'empêcher de secouer légèrement la tête. La femme qui avait fièrement publié des photos de sa nouvelle vie avait apparemment décidé que la vie lui paraissait moins attrayante sans son lien avec le milliardaire. L'ambition, ça marche dans les deux sens, je suppose, ai-je dit. Robert n'a pas répondu. Puis il a demandé doucement. Tu savais que la fiducie serait activée en cas de divorce? Non. Vous l'avez découvert après que j'ai déposé ma demande? Oui. Donc, le timing était une simple coïncidence, en gros. Il laissa échapper un long soupir. C'est peut-être le pire. Quoi donc? Le fait que si j'avais attendu 1 an de plus, ou même quelques mois, tu serais encore marié à un milliardaire. Oui. Et j'aurais su. C'est vrai. Un autre silence pesant s'ensuivit. Je suis désolé, dit-il. Enfin, ces mots furent doux, presque sincères, mais ils arrivèrent bien trop tard. Je crois que oui, ai-je dit. Ça ne change rien. Non. Les vagues continuaient de déferler doucement sous mon balcon, un rythme calme qui m'apportait une étrange sensation d'ancrage. J'imagine que c'est le moment où tu me dis que tout s'est arrangé pour le mieux, dit Robert. Je n'en avais pas l'intention. Non. Pourquoi? Parce que perdre un mariage de 27 ans, ce n'est pas vraiment une fin heureuse. Cette remarque resta un instant en suspens, mais j'ajoutai que cela pourrait être le début de quelque chose de mieux pour toi. Oui. Robert n'y vit aucun inconvénient. J'espère que tu es heureuse, Marie, dit-il doucement. J'espère que tu en as tiré une leçon, répondis-je. Comme quoi? Que l'ambition et la sagesse ne sont pas toujours synonymes. Un autre silence suivit. Puis Robert laissa échapper un petit rire résigné. C'est peut-être la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. 2 milliards de dollars. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais nous le savions tous les deux. Une semaine après l'annonce de l'affaire Bennett Holdings, ma vie est devenue soudainement très chargée, non pas à cause de l'argent en lui-même, mais à cause de l'attention médiatique qu'il a suscitée. Des journalistes ont appelé. Des analystes financiers ont demandé des interviews. Même quelques chaînes de télévision ont voulu consacrer un reportage à la mystérieuse héritière milliardaire apparue du jour au lendemain. Cette phrase me faisait rire à chaque fois que je l'entendais. Du jour au lendemain. Comme si mon père n'avait pas passé 40 ans à bâtir l'entreprise qui avait généré cette fortune. Comme si cette fiducie n'avait pas été soigneusement structurée il y a des décennies. En réalité, rien dans cette situation ne s'est produit rapidement. La seule chose qui a changé du jour au lendemain, c'est la prise de conscience du public. Daniel Brox m'a de nouveau accueilli ce lundi matin-là dans les bureaux de Bennett Holdings. Le bâtiment était étonnamment modeste pour une entreprise gérant des milliards d'investissements. Aucune enseigne Tapax engrave l'œil. Pas de logo géant. Juste une structure de verre épuré surplombant le port. Mon père aurait aimé ça. Votre père pensait que l'attention était un handicap, expliqua Daniel en traversant le hall. La plupart de nos investisseurs partagent cette philosophie. L'atmosphère au bureau était calme et professionnelle. Les gens circulaient silencieusement dans les couloirs, concentrés sur leur travail. Personne ne me fixait du regard ni ne chuchotait à mon passage. Cela m'a surpris. Savent-ils tous que j'ai posé la question à Daniel? Oui. Et ce sont des professionnels, a-t-il simplement répondu. Dans la salle de conférence, l'équipe dirigeante de l'entreprise attendait. 6 personnes. Chacune responsable d'une division différente des investissements de l'entreprise. Daniel les a présentées une par une. Investissement technologique. Recherche en santé. Développement immobilier. Marchés internationaux. Chaque personne présente avait des années, voire des décennies, d'expérience dans la gestion de portefeuilles financiers complexes. Je me suis soudain senti un peu à part. Je devrais sans doute préciser une évidence avant de commencer, dis-je en nous asseyant. Laquelle? Demanda Daniel. Je ne suis pas un PDG milliardaire. Quelques personnes autour de la table sourirent.
Ce n'est pas grave, répondit Daniel. Votre père non plus, à ses débuts. La réunion a duré près de 2 heures. La discussion a principalement porté sur l'explication des positions d'investissement actuelles de l'entreprise et de ses stratégies à long terme. J'ai écouté attentivement, posant des questions lorsque quelque chose n'était pas clair. À ma grande surprise, la conversation s'est déroulée tout naturellement. Sans doute parce que j'avais passé des années à écouter Robert parler affaires et finances lors de dîners et autres événements mondains. Je n'avais jamais participé activement à ces discussions, mais j'en avais appris bien plus que je ne le pensais. À la fin de la réunion, Daniel semblait satisfait. « Vous avez très bien géré la situation », dit-il tandis que nous nous dirigions vers son bureau. J'ai surtout posé des questions. Voilà à quoi ressemble un bon leader. Dans son bureau, Daniel versa 2 verres d'eau et m'entendit un. « Il y a autre chose dont nous devrions parler, » dit-il. « De quoi s'agit-il ? » « De la perception du public. » J'ai haussé un sourcil. « Ça sent mauvais. » « Non, » m'a-t-il assuré. « Mais les histoires comme la vôtre attirent l'attention. Je l'ai remarqué. Ce qui signifie que les gens vont aussi commencer à s'intéresser à votre vie privée. » J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Robert, Chloé, le divorce. Je suppose que les journalistes sont déjà au courant pour mon ex-mari, ai-je dit. Daniel a acquiescé. Certains le sont. Et ils sont curieux. Bien sûr qu'ils l'étaient. Un héritage de milliardaire révélé juste après un divorce. C'était le genre d'histoire que les journalistes adoraient. Ça risque d'être gênant, ajouta Daniel. Je survivrai. Il m'observa un instant. Tu sembles étonnamment calme face à tout cela. J'y ai pensé. 1 mois plus tôt, toute cette attention m'aurait peut-être submergé. Mais après tout ce qui s'était passé, la situation semblait différente. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, ai-je dit. Que voulez-vous dire ? Mon père a bâti quelque chose d'extraordinaire. J'ai jeté un coup d'œil autour du bureau. Je préfère me concentrer sur sa protection. Daniel hocha la tête, pensif. Je pense que ça lui aurait fait plaisir. Plus tard dans l'après-midi, je suis passé au petit atelier d'art où j'enseignais. La directrice du centre communautaire me manque. Delgado m'a accueilli avec une accolade dès mon entrée. Marie, dit-elle chaleureusement, je me demandais si nous nous reverrions un jour. Je ne pouvais pas rester loin de toi indéfiniment. Elle m'a regardé attentivement. Alors, c'est vrai ? J'ai esquissé un sourire. Quelle partie ? Les 2 milliards de dollars. C'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, dit-elle en riant. Nous sommes tous très fiers de toi. Dans la classe, plusieurs de mes anciens élèves travaillaient à l'aquarelle. L'un d'eux m'a aperçu et a accouru vers moi. Mademoiselle Marie. Salut Ethan. Tu es célèbre maintenant ? Demanda-t-il avec enthousiasme. La question m'a fait rire. Je ne crois pas. Ma mère a dit que tu étais aux infos. Ça ne rend pas quelqu'un célèbre. Si, un peu, insista-t-il. Je me suis agenouillé près de son bureau. Qu'est-ce que tu peins aujourd'hui ? Une baleine. Il m'a fièrement montré la forme bleue éclatante sur sa feuille. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai aidé les enfants à terminer leur peinture, à mélanger les couleurs, à corriger les petites erreurs, à les encourager quand leur dessin ne ressemblait pas exactement à ce qu'ils avaient imaginé. C'était exactement comme avant. Paisible. Simple. Normal. Et étrangement, cette normalité comptait plus que jamais pour moi. Lorsque j'ai finalement quitté le centre communautaire, mon téléphone a vibré de nouveau. Un SMS. D'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert avec prudence. Astérisque, astérisque, Chloé Carter, astérisque, astérisque. Le message était court. Astérisque. Salut Marie. Je sais que vous vous attendiez probablement à recevoir mes nouvelles de la dernière personne que je suis, mais j'espérais que nous pourrions discuter. Je suis resté un instant figé devant l'écran. La jeune femme qui avait fièrement posé pour des photos avec mon mari quelques semaines auparavant me demandait maintenant de lui parler. La curiosité l'emporta encore. Je répondis, astérisque. À propos de quoi, astérisque ? Sa réponse ne tarda pas. Astérisque, Robert, astérisque. Bien sûr. Un autre message est apparu quelques secondes plus tard. Astérisque. Il y a certaines choses que vous devriez probablement savoir. Je contemplais l'océan qui s'étendait devant moi, debout sur le parking. Le mois dernier avait déjà été riche en rebondissements. J'avais le pressentiment que cette conversation en révélerait un autre. Je n'ai pas répondu immédiatement au message de Chloé. Pendant quelques minutes, je suis resté planté là,
sur le parking devant le centre communautaire, les yeux rivés sur mon téléphone. La situation me paraissait presque irréelle. Un mois plus tôt à peine, c'était Chloé Carter qui fêtait sa nouvelle vie avec mon mari sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle voulait me parler de lui. La vie était parfois bien ironique. Finalement, la curiosité l'emporta. Astérisque. De quoi veux-tu parler? Astérisque. Ai-je tapé? Sa réponse est arrivée presque instantanément. Astérisque. On pourrait se retrouver quelque part? Je te promets que je ne cherche pas les ennuis. J'ai hésité. Tout mon esprit rationnel me disait que cette conversation n'était probablement pas nécessaire. Mon mariage avec Robert était terminé. Le divorce était prononcé. La relation que Chloé entretenait avec lui ne me regardait plus. Mais une autre partie de moi, peut-être celle qui avait accepté de rencontrer Thomas Reynolds quelques semaines auparavant, se sentait obligée d'écouter ce qu'elle avait à dire. Astérisque 1 heure, astérisque. Ai-je répondu. Il y a un café près du port. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Astérisque. Merci. Quand je suis arrivée au café, Chloé était déjà là. Sans l'éclairage soigneusement mis en scène et les filtres des réseaux sociaux, elle paraissait plus jeune que je ne l'imaginais. Presque nerveuse. Elle s'est levée quand je me suis approchée de la table. Salut, dit-elle maladroitement. Bonjour. Pendant un instant, aucun de nous deux ne sembla savoir comment entamer cette conversation. Finalement, elle désigna la chaise en face d'elle. Merci d'être venue. Je m'assis. Tu as dit qu'il y avait des choses que je devais savoir. Chloé hocha la tête en tordant nerveusement la manche de son pull. Je sais que tu me détestes probablement. Je ne t'ai pas. Cela la surprise. Ah bon? Non. Elle fronça légèrement les sourcils. Pourquoi pas? Parce que je ne pense pas que tu sois le vrai problème. Cette réponse sembla la prendre au dépourvu. Elle baissa les yeux sur la table un instant avant de reprendre la parole. J'ai rompu avec Robert. J'ai entendu dire. Il vous l'a dit. Non. Alors comment? Ce n'était pas difficile à deviner. Chloé laissa échapper un petit rire gêné. Ouais, je suppose que les gros titres n'ont pas aidé. La serveuse arriva brièvement pour prendre notre commande de boisson. Quand elle est partie, Chloé s'est légèrement penchée en avant. Je ne savais rien de l'argent, a-t-elle dit rapidement. Je l'ai supposé. Je le pense vraiment, a-t-elle insisté. Robert m'a dit que vous aviez un petit héritage de votre père, mais c'est tout. C'est ce que je croyais aussi. Elle a examiné mon visage attentivement. Alors, quand la nouvelle est tombée, c'est là que vous avez réalisé pour la première fois la valeur de l'entreprise. Oui. Chloé hocha lentement la tête. Ça a dû être choquant. Ça l'était. Elle prit une gorgée de son café avant de poursuivre. Robert a complètement craqué en lisant l'article. Je peux l'imaginer. Il a passé toute la nuit à appeler des avocats. Ça lui ressemble bien. Chloé hésita avant de poursuivre. Il pensait pouvoir faire annuler le divorce. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, un divorce. C'est ce que son avocat lui a dit aussi. Elle marqua une pause. Marie Aziguet ne va pas contacter pour défendre Robert. Alors pourquoi m'avez-vous contacté? Chloé prit une profonde inspiration. Parce que vous devriez savoir quelque chose sur ces derniers mois. Ma curiosité s'éveilla. Quoi donc? Elle me regarda droit dans les yeux. Robert ne t'a pas quitté pour moi. Je fronçai légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Il est parti parce qu'il pensait que tu n'avais rien. Ces mots restèrent silencieux entre nous. Je l'avais déjà compris, dis-je calmement. Chloé secoua la tête. Non. Enfin, il y croyait vraiment. Je ne suis pas sûre de comprendre la différence. Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise. Depuis 1 an, Robert n'arrêtait pas de dire à quel point ta vie était frustrante. Ma vie. Il a dit que tu n'avais aucune ambition. Aucun intérêt pour le succès. Ça me rappelle quelque chose. Il m'a dit avoir passé des années à essayer de te pousser à faire quelque chose de plus ambitieux. J'ai failli rire. Robert ne m'avait jamais poussé à rien d'autre qu'à soutenir sa propre carrière. Et il pensait que te quitter prouverait quelque chose, poursuivit Chloé. Prouver quoi? Qu'il méritait mieux. Je contemplais le port par la fenêtre du café un instant. Les bateaux glissaient lentement sur l'eau. Des gens flânaient sur les quais, profitant du soleil de l'après-midi. À l'extérieur du café, la vie semblait calme et ordinaire. À l'intérieur, Chloé expliquait l'arrogance sournoise qui avait mis fin à mon mariage. Il pensait améliorer sa vie, dit-elle sans détour. Je le sais.
Il se croyait aussi celui qui réussissait le mieux dans leur couple. Cette affirmation ne m'a pas du tout surpris. Pendant des années, l'identité de Robert s'était construite autour de ses réussites professionnelles, de son cabinet d'avocat, de ses clients et de sa réussite financière. À ses yeux, ces choses-là définissaient la valeur. Alors, quand les gros titres sont sortis, expliqua Chloé avec précaution, il a compris qu'il s'était trompé. Oui, hésita-t-elle. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je voulais te parler. Quoi d'autre? Chloé semblait de nouveau mal à l'aise. Robert a raconté quelque chose à des gens. De quel genre de choses s'agit-il? Il prétend que vous étiez au courant de la fiducie avant le divorce. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas vrai. Je sais. Mais il essaie de convaincre les gens que tu l'as piégé. Cette accusation ne m'a pas mis en colère. Ça m'a tout simplement fatigué. C'est plus facile à croire pour lui, ai-je dit doucement. Plus facile que quoi? Qu'il admette son erreur. Chloé hocha lentement la tête. C'est ce que je pensais aussi. Elle fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. Il y a autre chose que tu devrais voir. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était une conversation par message. Plusieurs messages de Robert. Je les ai parcourus rapidement. Au premier abord, ils semblaient ordinaires. Mais alors j'ai remarqué quelque chose. Robert ne se contentait pas de se plaindre du divorce. Il tramait quelque chose. Nouvelle action en justice. Nouvelle tentative de contester la fiducie. Nouvelle tentative de prise de participation dans l'entreprise. Il pense pouvoir prouver que tu as dissimulé des biens, dit Chloé d'une voix calme. Je levai les yeux vers elle. Pourquoi me montres-tu ça? Elle hésita. Parce que j'ai réalisé quelque chose après que tout se soit passé. Quoi? Chloé haussa légèrement les épaules. J'ai réalisé que Robert ne se souciait pas vraiment de moi non plus. Ce n'était pas surprenant. Il ne se souciait que de gagner, poursuivit-elle. Et maintenant qu'il pense avoir perdu, il essaie de changer les règles. Je me suis adossée à ma chaise. Thomas Reynolds m'avait déjà prévenu que Robert pourrait tenter quelque chose de ce genre. Mais en avoir la confirmation avait tout de même un certain poids. Merci de me l'avoir dit, dis-je calmement. Chloé parut soulagée. Tu n'es pas en colère. Non. Ça ne vous surprend même pas. Pas vraiment. Elle secoua légèrement la tête. Tu gères ça beaucoup mieux que je ne l'aurais cru. J'avais un bon professeur. Votre père. Oui. Chloé m'a observé un instant. Tu sais, Robert a fait une énorme erreur. Laquelle? Il a cru que le pouvoir venait de l'argent. J'ai esquissé un sourire. Et qu'en penses-tu maintenant? Chloé réfléchit à la question. Je crois que le pouvoir vient de la connaissance de soi. Je me suis levée de table. C'est une bonne leçon. Alors que je me dirigeais vers la porte, Chloé m'a interpellée. Marie. Je me suis retournée. Je suis vraiment désolée. Je l'ai cru. Mais certaines excuses arrivent après que l'histoire a déjà pris de l'ampleur. Et mon histoire prenait déjà une tournure inattendue. L'avertissement de Chloé me hanta plus longtemps que prévu. Non pas par crainte des prochaines actions de Robert, mais parce qu'il confirmait une vérité essentielle concernant l'homme avec qui j'avais partagé près de 30 ans de vie commune. Robert Johnson ne connaissait pas l'échec. L'idée d'assumer la responsabilité de ses choix était tout simplement incompatible avec la vision du monde qu'il avait bâti autour du succès et du contrôle. Aussi, au lieu de réfléchir à ce qui s'était passé, il cherchait déjà un moyen de réécrire l'histoire. Le lendemain matin, j'ai appelé Thomas Reynolds. Je pense que Robert pourrait tenter de contester la fiducie, ai-je dit. Thomas n'a pas paru surpris. Oui, je m'y attendais. Vous aussi. Les hommes comme Robert partent souvent du principe que toute situation est négociable. Et celui-ci? Non. Son calme et son assurance étaient rassurants. La confiance est instaurée bien avant votre mariage, poursuivit-il. Juridiquement, c'est extrêmement bien protégé. Et s'il prétend que je lui ai caché l'information, cet argument ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'aviez pas connaissance de ses actifs. C'était vrai. Mon père s'en était assuré. Tout le système avait été conçu de telle sorte que personne, moi y compris, ne puisse avoir accès à l'ensemble des informations tant que la fiducie n'était pas activée. Votre père comprenait très bien les gens, ajouta Thomas. Oui, répondis-je doucement. Il comprenait aussi les avocats. Ça m'a fait sourire légèrement. Robert va gaspiller beaucoup d'argent à essayer de contester quelque chose qu'il ne peut pas changer, a dit Thomas. Je m'en doutais. S'il dépose une plainte officielle, nous nous en occuperons. J'ai terminé l'appel plus détendu.
Mais la situation m'a tout de même amené à réfléchir à quelque chose de plus profond. Robert ne se battait pas seulement pour l'argent. Il se battait pour son identité. Pendant des années, il avait bâti son estime de soi sur le fait d'être le partenaire le plus prospère de notre mariage. Celui qui avait une carrière brillante. Celui qui maîtrisait la finance. Celui qui comprenait les rouages du monde. La vérité avait désormais bouleversé cette conviction. Et des gens comme Robert encaissent rarement ce genre de retournement de situation avec élégance. Quelques jours plus tard, Daniel Brox m'invita à visiter l'un des projets d'investissement de Bennett Holdings. C'était un centre de recherche médicale situé juste à l'extérieur de San Diego. C'est l'un des investissements préférés de votre père, expliqua Daniel tandis que nous visitions le bâtiment. Qu'est-ce qui le rend si particulier? Il développe des technologies de dépistage précoce des maladies neurologiques. J'observais les scientifiques travailler à l'intérieur du laboratoire. Des chercheurs en blouse blanche se déplaçaient avec précaution entre les appareils analysant les échantillons et les écrans de données. Votre père croyait fermement qu'il fallait investir dans des choses qui améliorent réellement la vie des gens, poursuivit Daniel. Ça lui ressemble bien. Certains investisseurs ne s'intéressent qu'au profit et à Bennett Holdings. Nous privilégions l'impact. Plus j'en apprenais sur l'entreprise, plus je comprenais la philosophie qui sous-tendait les décisions de mon père. Il n'avait pas bâti Bennett Holdings comme un symbole de richesse, mais comme un outil. Un moyen de soutenir des idées, des recherches et des projets qui, autrement, auraient du mal à trouver des financements. Debout dans ce centre de recherche, j'ai soudain ressenti quelque chose d'inattendu, un sentiment d'utilité. Pendant des années, mon travail d'enseignante d'art m'a donné un sens à ma vie. Aider les enfants à découvrir leur créativité. Les encourager à s'exprimer. Soudain, mon père m'offrit une opportunité d'un tout autre ordre. Celle de soutenir des idées susceptibles de transformer des vies à une échelle bien plus vaste. Daniel sembla remarquer le changement dans mon expression. « Tu penses à quelque chose ?» dit-il. « Oui. À quoi ?» Je crois que je comprends enfin pourquoi mon père a tout organisé ainsi. Daniel sourit. « Dites-moi. » Il voulait s'assurer que l'entreprise reste entre les mains de quelqu'un qui partageait ses valeurs. « Et tu le fais. Je commence à le faire aussi. » Daniel acquiesça. « Je me doutais bien que tu le ferais. » Plus tard dans la soirée, je suis rentré chez moi et j'ai consulté mes messages. Il y avait plusieurs nouveaux courriels. 2 demandes d'interview de journalistes. Une d'une organisation caritative se renseignant sur d'éventuels partenariats. Et une d'un cabinet d'avocats inconnus. J'ai ouvert le dernier message. Il était bref. Astérisque, astérisque. Mention légale. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Madame Johnson. Astérisque, astérisque. Astérisque, astérisque. Notre client, Robert Johnson, s'apprête à déposer une requête concernant la divulgation financière liée à votre récente procédure de divorce. Nous souhaiterions avoir l'occasion d'en discuter avec vous avant le dépôt officiel des documents. J'ai dévisagé le message un instant. Chloé avait donc raison. Robert cherchait déjà à envenimer la situation. J'ai transféré le courriel à Thomas Reynolds sans répondre. Sa réponse est arrivée 15 minutes plus tard, avec des astérisques. Ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Point astérisque, astérisque. C'est tout ce qu'il a écrit. Pas de panique, pas d'urgence, juste une confiance tranquille. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti sur le balcon. Le soleil se couchait à nouveau sur l'océan, teintant le ciel de nuances orangées et dorées. Il y a un mois, j'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'avais l'impression que mon activité prenait une ampleur insoupçonnée. Non pas grâce à l'argent, mais grâce à ce qu'il me permettait de faire. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message, cette fois de Laura, astérisque astérisque astérisque. As-tu vu les nouvelles concernant Robert? Astérisque astérisque astérisque. J'ai froncé les sourcils et ouvert le lien qu'elle m'avait envoyé. C'était un court article d'un site web juridique, astérisque astérisque astérisque. L'avocat d'affaires Robert Johnson fait l'objet d'une enquête interne suite à des soupçons de conflit d'intérêts. Apparemment, ces tentatives agressives pour contester le trust ont engendré des complications avec certains clients de son cabinet, également liées à des sociétés d'investissement travaillant avec Bennett Holdings. La situation n'était pas catastrophique, mais elle était loin d'être idéale. Dans le métier de Robert, la réputation comptait, et justement, la sienne était mise à rude épreuve. J'ai refermé l'article lentement. L'histoire se déroulait exactement comme mon père l'avait sans doute prévu.
non par vengeance, non par confrontation, mais simplement par les conséquences silencieuses des choix de chacun. Robert avait choisi l'ambition plutôt que la loyauté. Il avait choisi l'aventure plutôt que la stabilité. Il avait choisi ce qu'il croyait être la meilleure opportunité, et il découvrait à présent que l'opportunité qu'il avait laissée passer était une opportunité qu'il ne pourrait jamais retrouver. Tandis que je contemplais le coucher du soleil, une chose surprenante m'est apparue. Je ne ressentais plus de colère envers lui. J'éprouvais plutôt une forme d'acceptation, car parfois, la plus grande justice de la vie est celle qui se révèle la plus discrète. Parfois, c'est simplement le moment où la vérité devient impossible à ignorer. Environ 2 semaines après l'envoi du courriel d'avertissement des avocats de Robert, je l'ai revu. Non pas dans une salle d'audience, ni lors d'une confrontation dramatique, mais dans l'endroit le plus banal qui soit, un supermarché. C'était un samedi matin, et je m'étais arrêté dans une petite épicerie près du port pour acheter quelques provisions pour le week-end. Le magasin était calme, seulement troublé par le doux bourdonnement des réfrigérateurs et les conversations occasionnelles des clients qui circulaient dans les rayons. J'allais prendre une brique de lait d'amande quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Marie ?» Un instant, j'ai cru rêver. Puis je me suis retournée. Robert Johnson se tenait au bout de l'allée. Il avait changé. Pas radicalement, mais suffisamment pour que je le remarque immédiatement. Il n'avait plus son costume. Il portait une simple chemise et un jean. Ses cheveux étaient un peu plus ébouriffés que dans mon souvenir, et il avait de légères cernes. L'avocat d'affaires sûr de lui que je connaissais depuis près de 30 ans paraissait soudain fatigué. « Bonjour Robert », dis-je calmement. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. Il se contenta d'observer mon visage. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici », dit-il finalement. « C'est une épicerie », répondis-je. « Les gens viennent généralement ici pour faire leurs courses. » Il esquissa un petit sourire gêné. « Oui, je suppose que oui. » L'atmosphère était étrange. Pas de tension, juste une impression d'étrangeté. Comme 2 personnes qui ont partagé une vie, mais qui appartiennent désormais à des mondes complètement différents. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Occupé. » Je peux l'imaginer. Il changea légèrement de position, jetant un coup d'œil dans l'allée comme pour s'assurer que personne ne l'écoutait. « J'ai vu les articles sur le centre de recherche que vous financez, » dit-il. « Ah, détection des maladies neurologiques ? Oui. C'est impressionnant. Merci. » Il hocha lentement la tête. On dirait bien que c'est quelque chose qui aurait tenu à cœur à ton père. Oui, dis-je doucement. C'est vrai. Pendant un instant, nous sommes restés silencieux. Puis Robert a soupiré. Je suppose que c'est le moment de t'avouer que je me suis trompé. J'ai haussé un sourcil. C'est nouveau. Il a laissé échapper un petit rire. Apparemment, le divorce peut être très instructif. J'en suis convaincu. Il s'appuya contre le chariot à côté de lui. Mon avocat m'a finalement expliqué en détail la structure de la fiducie. Et il n'y avait aucune chance que je puisse la contester. C'est ce que j'ai compris. J'ai passé près de 2 semaines à chercher une solution. Ça a dû être frustrant. C'était humiliant. Son honnêteté m'a surpris. Pendant des années, Robert avait été extrêmement soucieux de préserver son image de réussite. Reconnaître une humiliation n'était pas chose facile pour lui. « Et votre cabinet ?» ai-je demandé. Il a haussé légèrement les épaules. J'y suis toujours. Mais, certains clients n'aiment pas les drames. C'est compréhensible. Il acquiesça. Surtout quand l'enjeu est de taille. Je ne pus m'empêcher d'esquisser un léger sourire. J'imagine que ça complique les choses. En effet, un autre silence s'installa entre nous. Puis Robert a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu as l'air heureux. J'y ai réfléchi. Étais-je heureuse ? Ces derniers mois avaient été chaotiques, imprévisibles, épuisants émotionnellement. Mais au fond, oui, je crois que je le suis, ai-je dit. Robert hocha lentement la tête. Je suis content. Il semblait sincère. Ah bon ? ai-je demandé. Il a hésité avant de répondre. J'apprends. Apprendre quoi ? Cette ambition ne mène pas automatiquement à une vie meilleure. Je l'ai observé un instant. L'homme qui se tenait devant moi ressemblait toujours à Robert Johnson. Mais quelque chose avait changé dans son expression. Moins d'arrogance. Réfléchissez un peu. Vous avez bâti votre identité autour du succès, dis-je doucement. C'est vrai. Et maintenant ? Maintenant, j'essaie de comprendre ce que signifie réellement le succès. Il jeta un coup d'œil vers les vitrines du magasin où la lumière du soleil inondait la pièce. Pendant 30 ans,
J'ai cru que gagner signifiait posséder plus que les autres. Et maintenant, je réalise que parfois, gagner signifie simplement ne pas perdre ce que l'on possède déjà. Les mots planaient silencieusement entre nous. Pour la première fois depuis notre divorce, la conversation n'avait rien d'une négociation. Elle était sincère. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées, dit-il après un moment. Je sais. Je le pense vraiment. Je te crois. Mais je sais aussi que les excuses ne réparent rien. Non, j'étais d'accord. Non. Un autre silence. Puis il esquissa un léger sourire. Tu sais ce qui est le pire? Quoi? Si j'étais resté mariée à toi, tout le monde me prendrait pour un génie. J'ai ri doucement. C'est sans doute vrai. J'aurais dû être l'avocat brillant marié à l'investisseur milliardaire. Au lieu de ça, je suis celui qui a divorcé 2 semaines avant l'activation du trust. L'ironie de la situation ne nous a pas échappé. C'est une sacrée réputation, ai-je dit. Oui, a-t-il répondu. Il se redressa et prit son panier. Bon, je suppose que c'est ici que nous nous disons au revoir une fois de plus. Probablement. Robert hésita un instant. Vraiment? Oui. J'espère sincèrement que l'entreprise de votre père changera le monde comme il le souhaitait. Je ferai de mon mieux. Il hocha la tête une fois. Je pense que oui. Puis il se retourna et descendit l'allée vers les caisses. Je le regardai partir un instant. Sans colère. Non pas avec des regrets, mais avec un sentiment d'apaisement. Car parfois, le dernier chapitre d'une relation ne se termine pas par une confrontation dramatique. Parfois, ça se termine au beau milieu d'un supermarché. Avec 2 personnes qui comprennent enfin exactement qui elles sont. Et qui elles ne sont pas. 6 mois après mon divorce, ma vie était méconnaissable. Non pas à cause de l'argent, même si 2 milliards de dollars changent forcément quelques détails pratiques. Mais la véritable différence était plus profonde. La liberté. Pour la première fois depuis des décennies, chaque décision importante de ma vie m'appartenait entièrement. Aucune attente. Aucun compromis. Aucune pression sournoise pour se conformer à la définition du succès de quelqu'un d'autre. Bennett Holdings a continué de fonctionner sans encombre sous la direction de Daniel Brooks et de son équipe dirigeante. Mon rôle a peu à peu évolué, passant d'observateur curieux à participant actif. J'assistais aux réunions stratégiques, examinais les plans d'investissement à long terme et, surtout, je contribuais à orienter l'entreprise vers des projets conformes à la vision que mon père avait toujours défendue. Recherche. Éducation. Innovation qui a réellement amélioré la vie des gens. L'une de nos premières initiatives majeures a été la Fondation Bennett pour l'éducation créative. L'idée est née d'une chose simple, les cours d'art que je donnais. Pendant des années, j'ai vu des enfants gagner en confiance grâce à la créativité. Des enfants en difficulté dans les classes traditionnelles s'épanouissaient soudainement dès qu'on leur donnait un pinceau ou un carnet de croquis. Mon père, quant à lui, avait bâti un empire financier en toute discrétion. Je souhaitais désormais utiliser une partie de cet empire pour offrir des opportunités à d'autres. En 6 mois, la Fondation a financé des programmes artistiques dans des dizaines de centres communautaires à travers la Californie. L'accueil a été extraordinaire. Des enseignants ont écrit des lettres décrivant des élèves qui se sentaient enfin reconnus. Des parents ont partagé des histoires d'enfants ayant découvert des talents insoupçonnés. Pour la première fois depuis le décès de mon père, j'ai eu le sentiment de poursuivre un projet important qu'il avait initié. Un soir, Daniel et moi passions en revue des rapports dans la salle de conférence de Bennett Holdings lorsqu'il m'a posé une question inattendue. As-tu remarqué quelque chose d'intéressant dans ton parcours? Quoi donc? Ai-je demandé. La plupart des gens supposent que ta vie a basculé le jour où tu as hérité de l'entreprise. C'est ce que disait le titre. Oui, répondit Daniel, mais la vérité, c'est que ta vie a vraiment changé dès l'instant où Robert est parti. J'y ai pensé. Il avait raison. Le divorce avait été douloureux. Déroutant. Ce fut dévastateur sur le moment. Mais cela avait aussi ouvert une porte que je n'aurais jamais vue autrement. Si Robert n'était pas parti, dis-je lentement, la confiance ne se serait pas instaurée. Et je continuerais à donner des cours d'art à temps partiel, me demandant pourquoi mon mariage me semblait si distant. Daniel sourit. La vie a parfois des façons étranges de révéler la vérité. C'est vrai. Plus tard dans la soirée, je suis rentré à l'appartement en bord de mer qui, peu à peu, était devenu comme un chez-moi. Les vagues de l'océan déferlaient régulièrement sur le rivage, comme chaque soir depuis mon emménagement. Je suis sorti sur le balcon et j'ai contemplé les étoiles. Un instant, j'ai pensé à mon père.
Edward Bennett n'avait jamais été un homme théâtral. Il n'a laissé ni discours ni grande déclaration sur sa fortune. Il a laissé quelque chose de bien plus puissant, un système. Un plan discret et minutieusement élaboré pour protéger sa fille longtemps après sa disparition. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'en ai sorti la lettre qu'il avait écrite. La même lettre que j'avais lue des mois plus tôt dans le bureau de Thomas Reynolds. J'ai déplié la feuille et relu les dernières lignes. Astérisque. Un jour, la bonne personne entrera dans ta vie. Astérisque. Cette personne t'appréciera bien avant même de savoir à quel point tu vaux quelque chose. Pendant des années, j'ai cru que ces mots parlaient d'amour romantique. Maintenant, je comprenais autre chose. La relation la plus importante que je devais construire en premier était celle que j'entretenais avec moi-même. Confiance. Objectif. Respect de soi. Ces choses n'avaient rien à voir avec l'argent. Elles découlaient de la connaissance de soi et du refus d'accepter moins que ce que l'on mérite. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Laura. Astérisque, astérisque. Devine quoi? Astérisque, astérisque. J'ai souri et tapé en retour. Astérisque, astérisque. Et maintenant? Astérisque, astérisque. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Astérisque, astérisque. Les enfants du centre communautaire viennent d'envoyer des photos de leurs projets artistiques. Ils vont donner ton nom à la nouvelle salle de classe. Point. Astérisque, astérisque. J'ai ri doucement. Cela comptait plus pour moi que n'importe quel titre d'actualité financière. J'ai de nouveau regardé l'océan. 6 mois plus tôt, j'avais le sentiment que ma vie s'écroulait. Mon mari m'avait quitté. Mon mariage était terminé. L'avenir semblait incertain. Mais parfois, la fin d'une vie n'est que le début d'une autre. Robert Johnson croyait quitter une femme ordinaire. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme qu'il laissait derrière lui était sur le point de redécouvrir tout son potentiel. Non pas parce qu'elle était devenue riche du jour au lendemain, mais parce qu'elle était enfin libre. Et au final, cette liberté s'est avérée être le plus beau cadeau que mon père m'ait jamais fait. La vie a parfois des façons étranges de révéler la vérité sur les gens. Parfois, cela se fait lentement, au fil des années. Et parfois, cela se produit d'un seul coup, en un instant, lorsque tout bascule. Quand mon mari m'a quitté pour une femme de 30 ans ma cadette, j'ai cru avoir tout perdu. 27 ans de mariage, une vie que je croyais stable, un avenir que je pensais assuré. Mais j'ai fini par découvrir une leçon que beaucoup apprennent trop tard. Ceux qui vous quittent sont souvent ceux qui n'étaient pas destinés à rester. Et les pertes qui semblent dévastatrices sur le moment peuvent parfois devenir les événements mêmes qui vous libèrent. L'argent peut changer les circonstances, mais il ne change pas le caractère. De l'avidité à l'ambition, en passant par la loyauté et l'intégrité, ces qualités étaient déjà présentes chez chacun des protagonistes de cette histoire bien avant que les gros titres ne fassent la une. Robert n'est pas devenu avide lorsque l'argent a été mis au jour. Il a simplement révélé qu'il avait toujours été. Et je ne suis pas devenu fort parce que j'ai hérité d'une entreprise. Je suis devenu fort parce que j'ai enfin compris ma propre valeur. J'aimerais vous poser une question. Si vous découvriez demain que la personne que vous aimez ne vous a apprécié que pour ce qu'elle pensait que vous n'aviez pas, que feriez-vous? Vous battriez-vous pour lui prouver votre valeur? Ou prendriez-vous vos distances pour construire une vie qui vous le prouve à vous-même? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis vos histoires chaque jour et elles me rappellent combien de personnes à travers le monde traversent des épreuves dont on parle rarement. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que votre valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner. Car parfois, les histoires les plus marquantes sont celles qui nous le rappellent. Nous sommes plus forts que nous ne l'avons